Entendez-vous le chant des oiseaux? Un chant harmonieux, pacifique et relaxant, laissant place à un langage que certains associent au divin. Si le mot est la chose, et si le verbe reflète nos pensées, c'est qu'il y a bel et bien un lien invisible entre la parole, la matière et l'au-delà. François Bleuez, invité récurrent sur Âme Dessine, nous apporte une nouvelle grille de lecture sur ce phénomène en décodant avec nous, d'une manière authentique et personnelle, ce qu'on appelle communément la langue des oiseaux. De la phraséologie à l'origine des lettres, de l'orthographe contemporain aux proto-langages ancestraux, du sens premier au sens symbolique, tant de significations à peine voilées ici présentées sous nos yeux, que nous devrions, selon lui, réapprendre à décoder afin de reprendre notre destin en main. Préparez-vous à un long voyage hors du commun séparé en 4 parties et proposé exclusivement sur notre nouvelle plateforme Âme Dessine, portail de référencement quantique et holistique. Bonsoir à toi François, encore une fois content de t'avoir ici sur l'antenne. Comment vas-tu? Comment se sont passées tes vacances d'été? Vacances, pas trop prise de vacances. Je suis toujours assez actif tant que Dieu me prête vie. D'accord, ouais. Donc beaucoup de boulot en fait, en perspective. Et tu avances toujours sur tes dossiers, hein, tu n'arrêtes pas quoi en fait. Je m'occupe moi-même si c'est pas la société qui le fait. Ouais, ok. Ce soir, on va parler du langage des oiseaux, donc ce qui pourrait s'apparenter comme un code pour certains, pour une science plutôt farfelue pour d'autres, et pour quelque chose, tout ce qu'il y a de plus sérieux aussi pour certains adeptes et certains initiés. Quelle sera la ligne conductrice de ce soir, du déroulé, et qu'est-ce que tu vas vouloir aborder plus particulièrement? Alors, je vais présenter un peu l'usage historique de la langue des oiseaux. Je vais donner aussi les conditions sine qua non pour que cette langue des oiseaux puisse permettre d'acquérir de la connaissance, de la sagesse, la capacité aussi à comprendre le réel, le monde qui nous entoure, et aussi avoir une action sur le réel en dehors ou en complément de l'action ordinaire. Puisqu'en général, l'action ordinaire, c'est je pense, je parle, je fais mes plans et j'agis pour toujours vérifier la conformité entre l'action et le plan écrit ou le plan parlé. Et aussi, on vérifie aussi, même des fois quand on construit une maison, on vérifie que entre le plan et ce qu'on a pensé, qu'il n'y ait pas eu d'erreur, quoi. Alors en général, il y a des traditions, on ne pouvait pas retoucher au plan. Et une fois que c'était écrit, ça oblige en fait que le plan ne soit pas donné s'il y a encore un risque d'erreur. Il est question aussi de théorie, c'est-à-dire d'activation magique, et du fait qu'une fois que l'on prononce dans certaines conditions des paroles, elles puissent activer des choses qui sont au-delà de ce rapport pensée, planification, action par le travail, par les mains, par l'œuvre elle-même. Ça peut être parfois par d'autres mécanismes. Ok, bah comme je te le disais aussi en off, et les internautes commencent à te connaître aussi et t'ont connu autrefois à travers Lumière sur Gaïa. Tu digresses pas mal, tu as un jargon énormément technique et je vais pas hésiter à te reprendre par rapport à certaines définitions, par rapport à certains mots peut-être qui nous échapperont, qui nous mettront un petit peu à défaut. Tu voulais commencer par l'historique. Oui, alors la langue des oiseaux, c'est une langue qui utilise en fait une sorte de codage tant en réalité depuis l'origine de chaque lettre, sont notamment en français donc l'alphabet latin, et ses formes géométriques, mais aussi au niveau de l'association de ces lettres, donc les syllabes, et de l'entendement, c'est-à-dire le résultat sonore qui est produit à partir de ces mots, de ces bribes de mots, et de ce que ça peut suggérer en termes de sens. Et c'est à ce niveau-là qu'en fait, dans l'histoire, à toutes les époques, notamment l'époque récente, mais je ne sais pas si tu avais suivi sur Lumière sur Gaïa, moi depuis longtemps j'utilise la langue des oiseaux parce que ça permet de passer entre les mailles du filet des algorithmes. Ça permet aussi de passer donc entre les mailles du filet de la censure ou du fait d'être attaquable devant les tribunaux, parce qu'il peut y avoir du double sens ou du multisens. Il peut y avoir donc différentes interprétations et on va dire la pensée devient à la fois moins précise en apparence, mais elle permet aussi, par exemple, d'éviter les conflits. Si tu as un langage qui peut être compris à deux niveaux, un pour les enfants et puis l'autre pour les adultes,
en termes d'éveil, je parle, hein, évidemment, même s'ils ont le même âge, en fait, tu peux éviter le conflit avec ceux qui n'ont pas compris de quoi tu parles et avoir quand même communiqué avec ceux qui sont déjà sur le niveau d'entendement et de sens et aussi de connaissances techniques. Par exemple, si tu fais une allusion à Poutine, par exemple, et que tu connais la géopolitique, eh bien, ceux qui connaissent tout ça vont pouvoir réagir à des sonorités, tu vois, liées à l'entourage, etc., ou aux circonstances. Alors que si jamais tu mets les choses brutes de décoffrage, tu peux être classé, fiché beaucoup plus facilement par les services de l'État dans les périodes qui précèdent les guerres civiles, les conflits, etc. D'ailleurs, dans l'usage de la langue aussi, toutes les guerres civiles sont toujours précédées, et ça ils le savent très bien, par l'usage par exemple, de mots d'animaux. Pour désigner quelqu'un, on va parler de rat ou de singe. Donc en fait, ça a aussi des algorithmes ou des connaissances de sociologie qui permettent de savoir qu'on approche d'une période de guerre civile parce que beaucoup de gens reprennent statistiquement ces mots et associent l'autre, l'ennemi, à un animal ou à un être inférieur, etc. Donc voilà, il y a des significations qui permettent de connaître l'état sociologique ou de faire passer des messages entre guillemets en positif, en négatif ou en neutre ou on va dire en double ou triple sens. Ah oui, c'est une information assez cocasse. Je m'étais jamais fait la réflexion, mais on a tendance effectivement à personnaliser avec des animaux des parties avant chaque conflit. Ou même très longtemps avant. Parce que moi, j'avais entendu mon frère défunt parler des fois de ratonnade. Ah Et oui, donc, oui, oui, oui. dans ratonnade, on sait très bien sur quel public ce genre d'activité violente s'exerçait. Ouais, et tu avais aussi évoqué dans une des émissions sur Âme Dessine, dans les premières, je crois, tu avais parlé aussi de l'importance du langage, du fait d'avoir un verbe propre, d'éviter le plus possible les insultes, même si c'est devenu commun. On va y venir parce que ça fait justement partie des conditions d'activation sine qua non. C'est-à-dire qu'en gros, tu ne peux être autorisé à faire un usage efficient de ce verbe qu'à partir du moment où tu traverses des épreuves. Tu vois. Et donc, en fait, c'est un peu comme si tu veux cuisiner, il faut que tu aies une cuisinière, une gazinière, une plaque, une table, de la vaisselle, de quoi laver, etc. Tu vois, un frigo, sinon tu as une intoxication alimentaire qui va se pointer, même si tu fais bien la recette. Donc, en fait, il y a tout un tas de conditions sine qua non que j'aimerais un petit peu définir. Tu vois. Je te laisse débrayer, installez-vous confortablement, restez jusqu'à la fin parce que ça va être passionnant comme d'habitude. C'est François Bleuès, donc écoutez bien, mettez-vous bien confortablement assis sur votre canapé ou mettez vos écouteurs. C'est parti, François. Alors, je vais commencer par un témoignage très bref que je pourrais compléter si un jour on aura le temps sur la partie 3 ou 4 de cette émission sur la langue des oiseaux. C'est qu'en fait, en tant qu'organiste d'église et fréquentant le milieu catholique, et notamment le milieu charismatique, je peux témoigner que l'usage de la prière, de la parole, du chant, avec des intentions, et en effet de groupe, ou parfois même à très petit comité, peut avoir des effets tels que Greg Braden l'a montré dans une vidéo, là où il y a une sorte de métastase sur un rein ou sur une vessie, je ne sais plus quoi, qui en 2 minutes 50 d'invocation par 4 médecins disparaît à l'échographie. Voilà. Donc, en fait, je peux témoigner, si tu veux, qu'il y a des guérisons. J'étais à Lourdes, j'étais brancardier, donc je peux témoigner de choses qui techniquement ne peuvent pas exister, pourtant existent. Parmi donc ces conditions sine qua non, moi je vois déjà le fait d'installer un logiciel d'état d'esprit. C'est-à-dire qu'en fait, tu ne peux pas t'engager sur une voie comme ça si tu n'es pas d'accord avec l'idée qu'il faut que tu aies un état d'esprit proche des grands maîtres spirituels qui ont traversé le temps. Et nous, en Occident, le plus simple, c'est le logiciel dit christique. Alors, comment on peut résumer le logiciel christique ? Eh bien, il y a un exemple de vie qui est donné par la vie du Christ, tu vois, un exemple comportemental. Il y a aussi le fait que le Christ, il préfère, entre guillemets, souffrir plutôt que faire souffrir, s'il doit choisir entre les deux, par exemple. Et puis, il y a aussi la notion d'empathie, c'est-à-dire que quand il est fortement touché, même des fois quand il refuse de participer à des guérisons ou à des actes, quand il est vraiment touché, en fait, il y a une force qui est plus forte que sa propre décision, son ego. Il accepte qu'en gros, il est le canal de l'univers pour faire advenir quelque chose qui est nécessaire, comme guérir des malades qui implorent et qui prétendent souvent allier la foi et la conversion, donc des péchés, avec la guérison physique, donc la guérison spirituelle avec la guérison physique. Et très souvent, le Christ, entre guillemets, se plaint que quand il y a 10 lépreux qui sont guéris, il n'y en a que 1 ou 2 qui reviennent dire merci et témoigner que Dieu les a guéris. Donc il y a aussi ce rapport à la condition que l'activation est liée
d'abord à la guérison spirituelle ou au chemin spirituel. Voilà. Donc il n'y a pas de déconnexion entre l'activation d'une parole et le fait d'être en connexion avec le divin. Donc, si on veut être, on va dire, imbibé du logiciel christique, le plus simple, c'est de lire la vie du Christ, les évangiles, ou d'un autre très grand saint de l'histoire ou grand prophète, si on ne croit pas que Jésus a une spécificité, on va dire, historique et symbolique, telle que la vie nous le raconte. Et tu vois, moi, étant organiste, donc, si tu veux, je fais 3 ou 4 messes par semaine, si c'est souvent plus, depuis que j'ai 15 ans, quoi. Donc, en fait, par ma pratique. Et donc, j'ai été imbibé par tout ça. Donc, c'est un peu comme si, je te disais, j'ai été moine zen et que je suis allé 3 ou 4 fois par semaine au temple pendant 1 heure ou 2. Et donc, je me fais imbiber du principe. C'est aussi pour ça que, entre guillemets, ça marche. Et je peux témoigner que dans mon cas, depuis à peu près 2003-2004, aucune de mes pensées ne reste sans effet. Il n'y a même plus besoin de passer par le stade de la parole. C'est palpable pour toi, tu arrives à le vérifier dans la pratique autant que dans la théorie. Voilà, c'est systématique. C'est-à-dire que ça responsabilise les gens sur leurs paroles. Bon, ça, tout le monde le fait parce qu'on ne va pas se prendre des claques quand on se dispute verbalement avec quelqu'un. Mais à un point tel que même la pensée est active. Même la pensée que je ne dis pas à quelqu'un. C'est pas que je pense, après je raconte mes pensées à l'un ou à l'autre, et puis c'est actif. Non, non, c'est la pensée même toute seule. Et donc, j'ai essayé de comprendre, parce qu'à un moment, si tu veux, j'ai dû être obligé d'entrer dans des grands états de silence. Et j'ai compris aussi que pour avoir une efficacité là-dedans, il faut avoir peu de pensées. Et il faut être capable de maintenir pendant 1 à 3 heures, d'après Sai Baba, par jour, un état de silence complet. La chance de faire une activité où le silence mental est d'office, parce que si tu veux, quand tu joues de la musique, tu es en ce qu'on appelle en chan, en pensée perceptive, c'est-à-dire que tu ne penses pas avec des phrases, donc tu ne peux pas te disputer mentalement avec quelqu'un des vieux dossiers, des vieux souvenirs, tu vois. C'est juste en tant qu'artiste, apprendre à essayer d'exercer du pouvoir sur toi. Donc déjà, il y a aussi le renoncement au pouvoir sur autrui. Si tu cherches surtout à prendre du pouvoir sur toi, et 2, s'il y a des choses auxquelles tu n'arrives pas, ou en conjonction, tu délègues à des forces du ciel clairement identifiées de pouvoir prendre pouvoir sur toi, en sachant quelle force tu invoques, évidemment, avec précision, et bien là, tu entres dans la conjonction terre et ciel. Il y a une différence entre faire taire le mental et organiser, diriger ses pensées. Puisque nos pensées, c'est en quelque sorte notre mental aussi également. Donc, toi, tu préconises d'avoir moins de pensées. De travailler une zénitude, d'être capable de mettre le mental à zéro pendant 5 minutes, de ne pas penser un seul mot. Pendant 5 minutes. Un Voilà, petit pendant 5 exercice minutes, oui, mais tu fais quotidien. ça après pendant 1 heure. Dès qu'il y a un mot, hop, c'est zen. C'est comme Jafar et le génie dans Aladdin. Quand il doit se taire et qu'il part, tu vois. Parce que tu t'aperçois que quand tu lances trop ton génie sur des différentes choses, ton génie intérieur, je ne parle pas du génie Einstein, celui qui peut réaliser certains souhaits, certaines choses, tu t'aperçois qu'en fait, il faut surtout apprendre d'abord à se taire intérieurement. Se taire, ternaire et se taire, évidemment, vers la terre, se mettre à la terre. Et les musulmans, ils le font, puisque, si tu veux, quand ils mettent la tête, ils touchent la terre. Et c'est à ça qu'on reconnaît un musulman qui pratique. C'est qu'il touche la terre plusieurs fois. Donc, mettre la tête à la terre, ça désactive le mental par phénomène électrique, parce que le RH2 du cerveau, c'est 35, c'est très oxydé. Donc, c'est très en forte activité électrique. Donc, le mettre à la terre, dans les fameux moments dont j'avais parlé, dont les 3 sont lever du soleil, coucher du soleil et midi solaire, a une vertu particulière. D'accord. Donc, le silence, à la fois du visage, c'est-à-dire la zénitude complète, ne pas faire de grimaces, en considérant que quand tu fais des grimaces, toi, tu es très zen aussi de visage, donc en fait, c'est une caractéristique qu'il faut développer, entretenir et conserver, parce que la plupart des gens, en fait, si tu veux, même quand, entre guillemets, ils ne parlent pas, on parle d'un langage corporel, et donc ils réagissent à ce qui est dit, avec des mimiques, des grimaces. Et en fait, il faut être capable de se maintenir la quasi-totalité du temps hors de toute grimace, parce que c'est le langage des singes. Et ça trahit aussi la pensée, ce qui fait que l'autre peut réagir, et ça part dans le dialogue émotionnel avec la tension dans le verbe. C'est le langage non verbal, effectivement, mais c'est assez hallucinant, tu en parlais. Les grimaces, le sourire à l'envers, les sourcils froncés, tout ça, ça peut impacter notre vie au final. Ah, mais c'est pas que ça peut, c'est que en fait, quand tu as les sourcils avec les 2 traits au milieu parce que tu fronces comme ça, tu as la marque de 2, donc de division, du diable. Les 2 traits, si tu es centré, C-E-N, T-R-E, accent aigu, tu es sans, S-A-N-S, plus loin, trait, T-R-A-I-T-S. Si tu es centré, tu es sans les traits.
On commence fort ce soir, accrochez-vous. Voilà, il faut insister sur Parce qu'en fait, c'est ça, le langage va nous confirmer, le langage des oiseaux va confirmer tout un tas de choses. Alors, donc, je te disais que ce genre d'attitude, moi j'ai vu ça avec les statues des saints dans les églises quand je travaillais là, j'ai vu que les grands thaumaturges, c'est-à-dire ceux qui étaient capables de faire des miracles, eh bien, ils étaient toujours zen, dans la béatitude, la béate attitude. Donc, j'ai essayé de reproduire ça, et une fois que je suis arrivé à ne jamais faire de grimace, et ben en fait, après j'arrivais plus à en faire. C'était comme une sorte de violence que je faisais à mon propre état émotionnel. Une des crispations, de la dureté, ou appuyer les mots en fronçant de la... Mais c'est impossible, si tu veux. Il y a plein de gens qui, en fait, quand tu les regardes, quand ils parlent, ils font des grimaces. Et en fait, quand tu n'as plus l'habitude, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il a, l'autre qui se calme? Il peut très bien me communiquer les trucs, je vais écouter, je vais réfléchir à ce qu'il dit. Il n'a pas besoin d'insister avec de la force émotionnelle sur chaque mot. C'est Parce un... qu'on a un grand philosophe qui s'appelait Platon, donc il devait parler peut-être sur un Platon. C'est-à-dire qu'il devait parler en grégorien, domino, nanana, et mais pas avec une insistance, parce que s'il insiste comme ça, ce qu'il veut, ça aussi c'est une action émotionnelle d'insistance. Et donc si jamais tu utilises tout ça, en fait ça saoule tout le monde et tu t'épuises énergétiquement. Mais c'est pour Donc ça que déjà, les films d'histoire me passionnent, parce qu'on va dire qu'on retrouve un certain langage avec un rythme, une tonalité beaucoup plus limpide, fluide, que bon, maintenant c'est aller à contre-tendance, hein, puisque la vulgarité, en gros, pour moi, c'est un peu de la vulgarité dont tu parles, c'est-à-dire à la fois dans les mots, mais à la fois aussi dans le non-verbal, dans le faciès et dans notre attitude. C'est un petit peu la tendance actuelle, si je puis dire, hein, dans le clash, le drama et tout ce qui fait de l'audimat et de l'audience au jour d'aujourd'hui, avec la télé-réalité notamment. donc C'est l'idée c'est top. de conserver son énergie en soi et de ne l'utiliser que de façon, on va dire, où il y a des confirmations multiples, comme dans le domaine militaire. Tu sais, on confirme, on confirme, on confirme, et après il y a l'action. Tu vois. Et donc ne pas l'utiliser s'il n'y a pas nécessité. Et donc tu parlais aussi de politesse. Effectivement, il faut être capable dans ce genre de choses de rester une semaine, un mois sans dire de gros mots. Après, si on veut utiliser des gros mots parce que les autres mots ne seraient trop longs à accumuler pour dire ce qu'un seul gros mot veut dire, il n'y a pas de problème. Mais il faut être capable pendant 3 mois, 6 mois, un an, une semaine, et puis de se dire, tiens, là, c'est mon mois sans gros mots. Et tu vérifies. Et dès que tu dis un gros mot, bah, tu dis, ah, tu corriges, tu réeffaces ta phrase, tu la répètes dans ta tête en enlevant le gros mot. Tu trouves des techniques, en fait, de programmation linguistique, de PNL, tu vois, pour qu'il y ait, en fait, ce que tu as décidé, c'est ça qui sort de ta bouche. Et après, c'est ça qui sortira de ta pensée. Tu vois, donc il y a le logiciel christique à plaquer, ou les grands maîtres de sagesse, ou les grands saints, l'histoire, surtout les thaumaturges, ceux qui avaient des capacités, ou qui montrent qu'ils ont été le relais du créateur et du divin, et puis cette capacité à être maître de son verbe, pour ne pas regretter des paroles, ou même être devant la justice à cause de paroles ou d'écrits qui auraient éventuellement pu voilà, tomber sous le coup de la justice, quoi. Ou dépasser nos pensées, également. Oui ou non, parce que si tu veux, quand on dit quelque chose, c'est un excès qui, au moment où il est dit, a des fois la charge émotionnelle qui correspond à la pensée, même si après la pensée redevient, l'énergie redevient plus calme. Donc ça dépasse pas la pensée. C'est une pensée en correspondance avec un état de isme, une sorte de pointe. Un isme, c'est comme, tu sais, tous les ismes, c'est un bout de terre qui avance dans la mer, un isme. Donc les extrêmes ismes, les extrêmes pointes. Et après, on va retrouver ce isme dans tous les qualificatifs. Donc après, il y a l'équilibre aussi entre le besoin légitime et tu vois l'envie et le besoin légitime. C'est-à-dire que si tu fais des demandes sans arrêt pour des choses qui ne sont pas en relation avec ton chemin de vie ou un besoin légitime ou c'est juste des envies, etc. Bon, bah, l'univers est généreux, il peut te donner plein de choses, mais après ça va te compliquer, ça va t'encombrer. C'est de la richesse qui finalement va te peser. Il y a aussi la notion d'équilibre entre l'intérêt individuel et l'intérêt collectif. Donc il faut évidemment qu'après les demandes ou ce qui va être formulé soit dans un équilibre intelligent. Donc il faut avoir une méditation quand on prévoit de faire des demandes ou de parler sur cet équilibre-là. Et il faut aussi que ce que l'on va faire, les résultats qu'on en attend, nous conservent dans l'unité. C'est-à-dire sentir qu'on est unis et qu'il n'y a pas une part de nous-mêmes qui voudrait échapper finalement au résultat de ce qu'on a demandé. Donc vérifier que cela nous maintient dans la paix et dans l'unité. Et ça, ce sont des clés de certitude que ce que tu demandes est bel et bien fondé, nécessaire à ton chemin de vie, etc. Et donc, ça va ouvrir grand les vannes des connexions cérébrales avec le champ de morphogénèse
Donc ça, je vous renvoie vers les travaux de Rupert Sheldrake, ou la noosphère, c'est-à-dire le monde des idées. Le monde des idées avec sa partie organique. C'est pas juste le monde des idées comme sur Internet où tu mets tout dans une bibliothèque en mode Klaus Schwab et Harari. Non, là, c'est le monde des idées qui a une connotation d'être vivant qui serait pas indépendant, mais qui a une part d'indépendance vis-à-vis de chaque individu. Une sorte de bibliothèque vivante organique. Voilà. Donc ça, c'était Teilhard de Chardin. Et je voulais aussi donner cet exemple parce que je t'ai envoyé les liens du Chan, donc de l'enseignement de Chan tibétain que j'ai suivi pendant 6 ans de façon très assidue. En fait, eh bien, les bouddhistes Chan, ils disent que, si tu veux, l'univers contient déjà tout un tas de solutions, et toutes les solutions. Simplement, on ne sait pas qu'elles existent, donc on n'y fait pas appel. Et parmi ces solutions, ils donnaient l'exemple du culte de l'avion là sur une petite île déserte où un peuple primitif en fait avait conservé une radio après la guerre et continuait à faire des appels radio pour demander des livraisons de vivres alors que la guerre était terminée. Et ça a duré comme ça pendant 5-6 ans. Alors qu'il n'y avait plus de militaires américains sur l'île. Donc ils ont continué à faire le culte de sorte de grands oiseaux volants qui larguaient les trucs. Tu vois. Donc en fait, si jamais, on va dire, il y avait eu admettons, des civilisations très évoluées, soit au niveau organique, donc qui ont dépassé le stade humain et qui sont passées dans le stade plasmatique, ou soit simplement humanoïdes, mais qui sont passés dans l'ultra-technologie algorithmée, qu'est-ce que tu crois qu'en partant vers d'autres espaces, d'autres planètes ou d'autres endroits de l'univers, qu'est-ce qu'ils auraient fait? Ils auraient laissé des sortes de sécurité pour pas que le monde explose derrière eux. Et donc, parmi ces sécurités, ils auraient peut-être laissé, je sais pas moi, le fameux chevalier noir, là, le fameux satellite qui peut gérer peut-être par IA en connexion avec l'intelligence naturelle, le fait que, on va dire, il y ait un comité des 300, mais qui ne soit pas forcément le CFR ou les Bilderberg ou les trucs comme ça, mais qu'il soit finalement un comité de sages et dont, en fait, ces moyens d'observation, d'identification énergétique, émotionnelle, etc., sont en mesure en fait d'évaluer que ce sont des gens qui conservent leur énergie, qui ne la gaspillent pas pour rien, qui ne sont pas dans la surcharge émotionnelle et qui deviennent finalement sages au point qu'à ces 300 personnes-là, peut-être sur Terre, on peut confier finalement la capacité à décider de ce qui se passe et doit se passer sur Terre. C'est un instinct de préservation en quelque sorte. Oui, mais surtout avec une sorte de synarchie, comme en parle Jean-Michel Raoux, à savoir que c'est une synarchie d'élection qualitative. C'est-à-dire que tu peux très bien avoir, comme des fois on l'a vu pour la construction de l'Allemagne après-guerre, tu avais un mec de l'ombre et après tu avais le chancelier, tu vois, derrière. Oui. Donc il se peut qu'il y ait des signatures, comme je t'en ai déjà parlé, où certaines personnes sont choisies et la signature permet de valider la chose. Voilà. Si moi, par exemple, c'était le cas, sait-on jamais, eh bien, ma date de naissance est la même que l'élection de Trump le 8 novembre 2016. Voilà. Oui, c'est des informations assez passionnantes. Je vous invite à aller sur VK, sur ton mur, pour avoir plus d'informations là-dessus. Je sais que tu communiques pas mal par rapport à toutes ces synchronicités qui sont assez hallucinantes quelquefois. Hallucinant parce que j'en ai revu une encore aujourd'hui sur la même série dont je t'ai parlé, puisqu'il y a ma date anniversaire et donc cette date avec 74 qui est la guématrie de Jésus, on verra après pourquoi, et si on a le temps dans cette partie-là. Et en fait, il y a aussi le 26, parce qu'en fait, il y a des clés qui sont liées à l'ordre naturel, et dans l'ordre naturel, tu vois, moi, mes initiales, Bleu S François, BF, ça fait 2-6. Donc en fait, si tu veux, tu as aussi des fois des clés qui se retrouvent dans les films. Et là, on parle d'un bâtiment 26 dans la série Heroes. Donc en fait, il y a des séries qui utilisent beaucoup des programmations de guématrie ou de numérologie. Et en fait, on retrouve toujours les 66, le 55 pour Satan, le gardien du jardin, le 33 pour l'âge du Christ ou les francs-maçons ou l'or, puisque O et R, ça fait 33 aussi. On va voir qu'en fait, il y a des codes et finalement, même, tu vois, l'Union européenne, UE, si tu additionnes les valeurs de U et de E, donc U égale 21, E égale 5, et ben ça fait 26. Donc si tu sais que le tétragramme hébreu, dont le yod, le E, plus loin, le vav, le E, donc évidemment, je le dis pas à l'enchaînement, parce que ça ne se prononce que dans le temple, eh bien, qu'on a réduit, nous, avec le Yahvé, eh bien, ça donne 10, 5, 6, 5, ce qui donne 26. Notre, entre guillemets, Dieu local, l'UE, ça fait 26, Union européenne. Et or, ça fait 33. Et quand tu additionnes, par exemple, UE et or, ça fait euro, si tu manies un peu les lettres, tu vois. Donc, ils ont même fait que la monnaie contienne les deux, l'UE et l'or. Tu vois. Donc, le 26, c'est le 33. Et le 26 plus 33 fait 61. 61, c'est le versant de 16 en termes de position.
Et 16, c'est la maison Dieu qui se prend la foudre dans la lame du tarot. Donc en fait, tu as des correspondances permanentes entre le symbolisme étatisé, le fait de diviniser, parce que la France, c'est un hexagone qui est forcément lié donc à l'hexagramme, c'est-à-dire à la terre de Galilée. La Gaule, Gallicum, est liée à la Galilée. Et tout ça vient de Galles. Donc, pour juste finir un peu dans les conditions sine qua non, donc après, une fois qu'on a conservé cette énergie et qu'on la met au service de choses qui sont réduites en nombre, bah, ça va être plus efficace en puissance et en qualité, à la fois par la certitude et par la quantité d'énergie sur des actions mentales ou verbales qui seront beaucoup plus ciblées et beaucoup plus restreintes. Mais donc, aussi, comme elles seront restreintes et qu'elles auront plus d'énergie, c'est un peu comme si, je te disais, en gros, tu claques pas ton fric pour rien en termes d'énergie, et tu la gardes pour 2 ou 3 gros achats par mois, tu vois. Et donc là, tu pourrais faire des achats plus gros, plus ciblés, avec des meilleurs prix, etc. Ça correspond un petit peu au même concept, tu vois. Mhm. Voilà. Après, dans la langue des oiseaux, on parle des oiseaux. Donc, oiseau, évidemment, comme chacun sait, c'est le mot qui contient en fait presque toutes les voyelles, tu vois, à part le Y, quoi. Et finalement, on n'en entend aucune. Donc, en fait, c'est un langage éthéré. C'est quelque chose qui est censé nous permettre de nous envoler. Quand on s'envole, la lévitation, voilà, l'élévation, eh bien, c'est censé nous faire un petit peu, entre guillemets, décoller du sol. Donc, il y a aussi une sorte d'élévation de l'âme, puisque que ce soit pour parler, pour, on va dire, être dans des sphères un peu éthérées, il y a l'idée de décoller du ras du sol, quoi. Une belle symbolique, oui, au passage. J'ai une question un peu basique. Est-ce que le langage des oiseaux est applicable à toutes les langues? Je sais qu'en anglais, ça marche aussi. On l'a vu Un avec petit la peu, faute ouais. du nom légal, en l'occurrence. Est-ce que pour le cyrillique, pour le chinois, pour le japonais, pour d'autres langages qu'on considérerait comme exotiques, ça marche aussi? Alors, je suis complètement nul dans la plupart des langues. Je connais un peu l'anglais. Je le comprends pratiquement couramment, mais je ne le parle pas. Si je parle, c'est très moyen, si tu veux. I speak English like Spanish. Donc, si tu veux, je ne suis pas en mesure de parler des autres langues que celles qui sont rattachées à l'alphabet latin. D'accord. Voilà. Ok, donc Ceci dit, c'est suffisant. oui, Voilà. oui, Par oui, contre, parce je que vois très bien les idéogrammes japonais ou chinois. Quand tu les écris à la main, le temps que tu les écrives, etc., c'est pas aussi fonctionnel que l'alphabet latin pour désigner ce qui doit être désigné. Donc, je te confirme qu'en termes de génie, si on exporte nos bac plus 7, comme disait Charles Gave, et quand on importe beaucoup de bac moins 7, c'est vraiment que la France a une capacité à intégrer l'esprit collectif tout en prônant l'individualisme du génie. Et ça vient par la connexion à l'univers via forcément ce qu'on utilise tous les jours, à savoir le langage. Et donc une sorte de suprématie de la langue latine et je pense finalement du français à l'échelle même de l'univers. Et quand j'aurai parlé des premières lettres, dès qu'on va terminer là, les conditions initiales, eh bien vous verrez que ce n'est pas une prétention qui vient de n'importe quoi, c'est qu'en fait c'est géométrique. Et la géométrie, elle est présente dans l'univers. oui, y compris dans certains anciens langages ou dans l'hébreu. Voilà, dans les proto-langages, je t'ai envoyé justement un petit lien là avec une sorte de tableau noir où il y a pas mal de signes. Donc, concernant toutes ces conditions générales, bon, je vais en rajouter encore quelques-unes. C'est que en fait, il y a après, en même temps d'avoir rempli toutes ces conditions initiales, il y a aussi un travail sur l'ego à faire parce qu'il y a des fois des échecs, c'est-à-dire des gens ils sont de bonne volonté, ils n'arrivent pas. Et s'ils n'arrivent pas, c'est des fois parce qu'il y a une partie qui n'est pas traitée, notamment le travail sur l'ego. Et donc, je t'ai envoyé dans les documents de Chan, notamment le nouvel enseignement qui est adapté aux Occidentaux, les fascicules 7 et 8. Et à la fin des fascicules 7 et 8, eh bien, il y a tout un tas de questionnements qui permet à ce que, en fait, on interroge son propre ego. Et ça correspond, on va dire, à une sorte de lessive. Comme disait Saï Baba, quand les gens viennent vers lui, c'est comme le linge sale, on le met dans un autre chiffon et on le tape sur un rocher jusqu'à ce qu'il sorte l'eau après le lavage. Donc c'est une façon d'essorer son ego. Et en le faisant régulièrement, eh bien, en fait, on arrive à se déégotiser. C'est-à-dire que la réflexion n'est plus liée à son cas personnel. Ce qui est très intéressant aussi quand, par exemple, on analyse des choses au niveau des méta-analyses, au niveau sociologique. C'est-à-dire que moi, par exemple, je suis dans des situations particulières en tant que musicien, mais j'arrive à m'extrapoler, à me sortir de cette particularité pour penser le système de façon globale et pas rattacher ça à ma chapelle, mes intérêts corporatifs, etc. Mhm. Voilà, D'accord. donc ça, c'est très important.
Et ça vaut pour le domaine professionnel comme le domaine, je sais pas, conjugal, parental, relations de travail. Voilà. Donc il y a tout un tas de choses qui sont intéressantes comme piste de réflexion dans ce fascicule 7 et 8. J'invite évidemment les gens qui voudraient profiter de l'enseignement de Chan adapté à l'Occident à suivre et à lire les 15 ou 20 fascicules, là, ou 10 fascicules, je ne sais plus combien il y en a. Tu regarderas, moi j'avais fait les deux enseignements de Chan, l'ancien et le nouveau. J'ai commencé par le nouveau, qui est adapté aux Occidentaux. Et je dois confirmer qu'effectivement, dès qu'on commence à mettre un pied là-dedans, il se passe des choses de l'autre monde. C'est-à-dire que il se passe des choses comme on les décrit dans les livres religieux. Voilà, il se passe des choses qui sont attribuées à du surnaturel. Le Chan, c'est l'art de méditer en quelque sorte. Le mot, je ne sais pas exactement, je n'ai pas une grande culture là-dessus, si tu veux, sur le sens du mot Chan, mais c'est simplement l'école tibétaine du grand véhicule, du bouddhisme du grand véhicule, et qui a été importé en France par M. Julie, et ce monsieur Julie, avec sa femme d'ailleurs, une asiate, et ils ont dispensé en France l'enseignement Chan. Ils ont commencé par, on va dire, l'enseignement traditionnel. Ils ont vu que c'était pas complètement adapté aux Occidentaux, donc après ils ont mis une formule un peu plus, on va dire, adaptée aux Occidentaux, par rapport aux problèmes typiques des Occidentaux. D'accord. Ben, tous les documents sont en description avec tous les écrits. Donc, pour ceux qui sont vraiment Voilà. intéressés, allez jeter un coup d'œil, ça vaut le détour. Tout à fait, surtout que moi j'avais payé ça à l'époque 2000 francs le nouvel enseignement de Chan. Donc là vous l'avez gratuitement et ça a été mis à votre disposition gratuitement. Et puis vous avez déjà le cobaye ou plusieurs cobayes qui sont passés par là qui peuvent vous dire que oui, ça modifie le cerveau. Peut-être ça modifie aussi un peu l'ADN ou certaines choses, mais dans un sens qui, on va dire, fait que les dégâts au pire ne seraient qu'en vous. C'est-à-dire que oui, il y a comme dans tout réveil de faculté ou de capacité, il peut y avoir du conflit, il y a un peu de dégâts et quelques morts, mais ces quelques morts sont surtout en vous. Et c'est des morts de l'ego, et voilà, et il y a du phénix qui renaît des cendres. Voilà. Alors, on va commencer maintenant avec, si vous voulez bien, la notion d'alphabet et de cycle. Parce qu'en fait, dans la nature, tout le monde a observé qu'il y a des cycles qui sont liés aussi au nombre, puisque en fait, on a 52 semaines dans une année et on a aussi 13 mois lunaires. Et donc, il va y avoir des relations fortes avec ces valeurs précises, à savoir, le 52, si on le divise par 4, ça fait 13, 26, 39, 52, évidemment. Et le 13, c'est une lettre qui est fondamentale parce que c'est la lettre M, c'est la fameuse lettre de la matrice, qui à l'origine représentait une sorte de vaguelette, puis après elle a été écrite avec une vaguelette donc comme de l'eau, les eaux matricielles du ventre, de la mère, la mama, la mariée, la mar, ié, la mariée, la mar, une mar, ié. Si évidemment, elle est un petit peu, on va dire, elle a sa fonction originale qui fonctionne bien. Donc en fait, cette vague après a été mise avec une sorte de barre vers le bas, puis même deux, et puis après, on a mélangé la notion d'eau avec la notion de position de l'accouchement, puisque les femmes, en fait, accouchent avec les deux jambes pliées pour utiliser la gravitation, avant qu'on invente les stupides hôpitaux où les femmes accouchent allongées. Voilà. Donc, en fait, une femme dans un accouchement naturel, accouche comme ça, en position verticale, et ne pousse jamais. Il faut le savoir. Une femme ne doit pas pousser, sauf dans les 15 ou 30 dernières secondes de l'expulsion. Mais à aucun moment, lors d'un accouchement, une femme ne doit pousser. C'est ce qu'on appelle l'accouchement naturel. Par contre, c'est vrai que quand elle faiblit comme ça sur ses jambes, des fois, elle a besoin d'un soutien dans les heures d'attente. Et donc, c'est intéressant aussi pour cela d'accoucher dans l'eau parce qu'il y a la gravité qui pèse moins sur ses jambes. Et sinon, des fois, elle fait l'équivalent d'un kata de karaté jambes pliées pendant 2 heures. Oui, donc, puis c'est aussi pour ça que les trois quarts sont anesthésiés maintenant, donc elles mettent plutôt 6 heures à pousser. C'est pour ça que c'est... Voilà, folie complète à tous les niveaux pour plein de raisons. Bon, on en avait parlé, il y a des vidéos là-dessus sur la chaîne. Les origines de la médecine aussi, tu en parlais. Donc et puis les probiotiques aussi, les vidéos que j'avais faites sur les probiotiques. Alors, donc, ce M, c'est une lettre fondamentale qui est liée de façon, on va dire, par le dessin et par la vaguelette en haut qui a été réduite après à la position d'accouchement, à quelque chose évidemment de fonctionnel. Donc, à chaque fois qu'on va penser cette lettre M, si on pense à l'idée d'enfanter, alors d'ailleurs dans enfante, on entend qu'il y a fente. Alors, est-ce que c'est F-A-N-T ou est-ce F-E-N-T, selon qu'il en sort de la lumière, un fantôme, ou c'est fente astique, pour peu qu'on ait astiqué la fente avant, évidemment. Donc, il y a même des choses un petit peu cocasses et paillardes là-dedans. C'est qu'en fait, il y a beaucoup de mots
qui sont fantastiques là-dedans. Et vous allez voir qu'en fait, le français, on va dire traditionnel, ne s'est pas encombré de faire des chichis pour ces choses-là, et au contraire, même, on rigole. Et de quoi on rit, on n'a pas peur et on le domine. C'est là aussi où si on doit, entre guillemets, considérer que voilà, la sexualité, c'est un domaine où il faut que l'on soit maître et non pas dominé par des pulsions. En rire est une façon de dominer la chose. Alors, je vais commencer avec la première lettre que les gens retrouveront aussi sur ce document noir, avec le langage depuis le pré-sémitique jusqu'au sumérien, etc., jusqu'à l'alphabet latin. Parce que le A, en fait, il a commencé à l'envers, c'est-à-dire une sorte de V avec une barre au-dessus qui le traverse. Alors, je ne sais pas comment on peut le faire comme ça, si vous voulez. Et en fait, les deux parties du haut représentant finalement des cornes de taureau. Donc, la tête triangulaire représentant en fait la tête d'un bovin. Et c'est pour ça qu'il y a toujours eu ce lien entre des cornes avec une tête donc en triangle ou une tête de bovin, puis quand on a mis le soleil au milieu, comme dans la représentation égyptienne, on a arrondi les cornes et puis on a mis le soleil. Et si vous regardez aussi l'usage qu'il y a sur beaucoup de tableaux chrétiens dans les églises, eh bien vous avez l'hostie qui correspond finalement à un culte solaire, souvent aussi quand il y a un Christ en lumière d'ailleurs avec un rayonnement qui est pratiquement pyramidal. Parce qu'il y a le cœur de Jésus, des fois qui est représenté comme ça. Et puis, il y a la notion de cup, de coupe, donc du féminin, qui reçoit cette lumière. Et d'ailleurs, ce féminin, finalement, il fait une sorte de Y. Hein, et ce Y, il représente le fait du deux faire l'un. Donc, le A, il a commencé dans cette forme de A inversé, on va dire, et puis il était en liaison avec le taureau. Et finalement, il s'est finalement retourné au point qu'on pourrait considérer aussi conceptuellement que c'est comme quand il y a un rayon cosmique ou un rayon solaire qui frappe l'atmosphère. On va plutôt parler des rayons cosmiques, parce que les rayons solaires, ils sont plutôt déviés par la Lune en bonne partie. Eh bien, il va se diviser en deux. Donc, en fait, à l'origine, il y a du rayonnement cosmique qui est indispensable à la vie. Et puis, cette lumière, ce A de Aleph, qui correspond au mot lumière, évidemment, en hébreu, eh bien, tape l'atmosphère et puis finalement se casse et se divise en deux. Donc, il crée un angle. Et cet angle, si on le relie au milieu par une barre transversale, ça fait un compas. Un compas, ça permet de définir des ronds. Donc un compas, ce qui n'est pas con, ça permet finalement de tracer un cercle. Mais un cercle en 2D donne évidemment une sphère en 3D. Donc on est dans la lumière, dans le monde des sphères. Et d'ailleurs, le Soleil est la source de notre lumière visible, et c'est une sphère. C'est un rond tout le temps, visiblement, et nous, on sait que c'est une sphère, évidemment. Donc, en fait, il y a un lien direct entre la notion de compas, la forme du A, la notion de sphère ou de rond, et forcément, qui dit sphère ou rond dit le chiffre pi, 3,14, la circonférence. C'est une source d'inspiration par rapport aux francs-maçons, tu penses? Mais je pense pas, je vais expliquer tout tranquillement. On y vient, j'imagine, c'est à ça que ça me fait... Évidemment, Ouais. évidemment. Donc, dans un premier temps, on a donc cette lumière qui se divise en deux, qui nous permet d'avoir le chiffre pi, qui finalement, comme on le sait dans les axes, Gal axis, l'axe de Gal, la pierre. On va voir pourquoi. Gal, G-A-L, qu'est-ce que ça veut dire, et Graal après. Eh bien, en fait, on a des tourbillons, et ces tourbillons se mettent en rond. Alors, certes, ça va aussi être lié au nombre d'or, le fameux nombre d'or qui est 1,618, et qui est le fameux rapport de la suite Fibonacci, 1 plus 1 égale 2, 2 plus 1 égale 3, 3 plus 2 égale 5, 5 plus 3 égale 8, donc on calcule 8 cinquièmes, après 8 plus 5 égale 13, 13 huitièmes, et on s'approche finalement des proportions qui sont celles de nos phalanges. Chaque phalange, en fait, en multipliant par 1,618, eh bien, elle grandit. Et idem pour la position du nombril. Pas que, oui, tout le corps. Visiblement, j'avais vu que même dans une pomme de pin ou dans une vague dans l'océan, on retrouve cette fameuse séquence et c'est assez... Voilà, donc parmi les 400 constantes connues de l'univers, les principales sont surtout pi, pour dessiner des ronds et des sphères, et le nombre d'or 1,618, ou si on l'utilise en proportion sur 1, 0,618. À savoir que si par exemple je fais 1 mètre de haut, eh bien mon nombril à moi il est parfaitement à 0,618 cm. Donc en l'occurrence je fais 1m83, donc il est à un autre niveau. Mais par exemple chez les Japonais, il y a une exception, c'est qu'il y a quelques races comme les Japonais qui ont le nombre d'or, le nombril au milieu. Donc ils ne sont pas taillés, ils peuvent faire la même taille que les Chinois. Les Chinois vont avoir le nombril au nombre d'or et les Japonais à 0,5. Donc en fait, on va avoir, alors qui dit deuxième nombre dit que peut-être ce rond,
Et finalement, si on le coupe en deux, on le divise. Et finalement, si on le divise, ça va faire, en dépliant, le B, la lettre B. Vous voyez? Parce que c'est quoi un B? C'est un rond qu'on a coupé en deux et on a déployé la partie gauche pour la mettre sous l'autre partie. Et ça fait un B. Et donc, ça donne le bibi au bébé. Et donc, c'est la notion aussi du féminin, puisque si tu fais phi, c'est-à-dire le nombre phi, le nombre d'or, il s'appelle phi, P-H-I, le 1,618. C'est avec une fille. Donc, si tu fais phi, c'est avec une fille. Or, le premier principe d'envoi est bel et bien masculin. Donc, la projection du rayon solaire, eh bien, la notion de P ou de R, donc de P, lettre numéro 16, ou R, 18, la royauté, le roi, ou la projection, le P, le papa, ça va être masculin à la base. Et le deuxième sens, une fois que ce rayon a fécondé la Terre et que la Terre s'ouvre sous l'effet du mélange des forces reçues et de la matrice, eh bien là, il va y avoir la notion du féminin qui se divise en deux, qui a justement cette capacité à se diviser en deux. Donc la phi, et grâce au nombre phi qui est dessiné là-dessus. Donc voilà, il y a un lien direct avec le nombre féminin phi. D'accord. Donc une fois qu'on a ces deux nombres, finalement on a eu donc le Soleil et la Terre en termes de matrice, et puis finalement qui est en interface de la Terre et le Soleil, c'est le déviateur, la Lune qui absorbe une partie des rayonnements et qui les dévie et qui en amène des fois lorsqu'elle est derrière, donc c'est la pleine Lune, elle peut en ramener par derrière parce qu'il y a certains rayonnements du Soleil qui vont pas techniquement en ligne droite, qui sont absorbés sur le côté par la Lune, qui sont ramenés par la Terre. D'où le fait qu'on a en fait pour une bonne partie plus de rayonnement en pleine Lune que lorsqu'on est en lune noire. Et donc, pas seulement solaire, mais de tout un ensemble de rayonnements. Et donc, la troisième lettre va représenter la Lune. Donc, c'est un C, puisque la Lune, on la voit souvent soit faire un C, soit faire un D. Alors, des fois un peu bombé ou un peu concave, bon, voilà, peu importe. Mais en gros, c'est pas toujours rond. Une fois qu'on a ce C, on a l'autre versant qui est le D. Alors, le D, il est en position 4. Alors, qu'est-ce qui va nous indiquer le D? Il va nous indiquer que le 4, il est techniquement lié au carré. Parce que 4, quand on définit quelque chose, qu'on délimite, c'est comme quand on utilise pour les champs des délimitations. La meilleure façon de faire des espaces, on n'a pas fait comme les abeilles avec des hexagones, bien que ça marcherait quand même, mais on a fait nous avec des carrés, ou des rectangles allongés, des rectangles au nombre d'or ou des carrés, peu importe. Et donc, en fait, des angles droits. Et donc, on va utiliser le D pour définir, donc le 4 pour définir le carré. Donc, il va y avoir un rapport direct entre D, définir, même Dieu, Déo, délimiter, le D, tout ce qui commence avec un D, même un D qu'on jette, il est carré quand on regarde, même si c'est un cube. C'est des carrés dans l'espace. Donc si on comprend l'agencement de ces lettres avec leurs principes de base, déjà, on a on a les yeux qui s'ouvrent sur une réalité qu'on utilisait, peut-être qu'on ressentait, mais qu'on n'avait pas conscientisé. Et il y a beaucoup de gens qui peuvent, s'ils sont dans toutes les conditions, les fameuses conditions sine qua non dont j'ai parlé, de sainteté du logiciel christique, d'absence de tout mot déplacé, etc. Ils peuvent déjà, quand ils prient en église ou en assemblée, etc., avoir des résultats sur le plan de ce qu'on appelle dans l'ésotérisme la théurgie, c'est-à-dire c'est comme urgence et ça sort. Et thé, ça vient de théos, donc c'est la théologie, c'est Dieu, ça vient du Créateur. Mais en fait, si on comprend avec plus de précision, on va éviter aussi des erreurs d'appréciation de sens. Et ça permet d'être beaucoup plus précis sur les messages qu'on exploite, qu'on entend ou qu'on recorrige quand les gens en parlent avec des erreurs parce qu'ils n'ont pas cette culture-là et qui parlent en fait sans le savoir mal le français. Et puis nous-mêmes, quand on va penser ou s'exprimer, on va utiliser un langage qui est en correspondance avec ces principes. Tu penses que l'alphabet donc a été conçu en fonction de tous ces facteurs, de manière consciente? En fait, il procède d'une compréhension de principes qui ont été déclinés en géométrie, puis déclinés, renversés, modifiés, adaptés sous forme de lettres. Et il y a une sorte de mix qui s'est fait, comme je t'ai expliqué pour la vaguelette. Le M, à la base, c'était c'est une vibration. C'est une vibration, c'est la vibration de l'onde sur l'eau, si tu veux. Donc après, on a mis les jambes, et après, on a mis la position de la mère matricielle qui, lorsqu'elle perd les os, accouche. Donc c'est un mix de tout un tas de choses pour arriver à quelque chose qui est figé dans l'univers des humanoïdes. Eh bah, faut s'accrocher, parce que là, on est quand même dans une analyse, mais comme d'habitude avec toi, et c'est ce que les gens attendent, du moins ceux qui te suivent, dans une analyse assez poussée. Hein.
quand même. On n'en est malheureusement plus là de nos jours avec l'idiocratie permanente et la putréfaction en quelque sorte du milieu scolaire et, et du langage, hein, avec le langage inclusif qui vient. Alors, quid du langage inclusif? Excuse-moi pour cette petite parenthèse, encore une fois. Est-ce que tu penses que ça va venir dénaturer cet alphabet initialement conçu avec des symboles? Pas trop, même pour l'histoire du masculin qui l'emporte avec E, ES, etc. Mais non, je pense que c'est pas extrême, c'est pas dramatique sur le plan de la compréhension et de notre capacité à nous lier à, à l'univers. Bah, d'ailleurs, j'ai oublié d'en parler dans le préambule, pour ceux qui ont vraiment une culture de comment fonctionne le langage en tant que circuit imprimé, parce qu'en fait, la visualisation aussi des lettres en majuscules et un ensemble de circuits imprimés. Il y a un type qui a fait une chaîne qui s'appelle Notre lien à l'univers, mais maintenant sa chaîne est vidée et il fait tout en payant. Ça vaut le coup, ne serait-ce que pour un mois ou deux, de constater qu'il y a dans le langage, lorsqu'on le visualise, une sorte de circuit électrique et de circuit imprimé que après certains grands connaisseurs de cette logique énergétique expliquent, parce qu'on les retrouve même des fois sur la Terre où il y a en gigantesque des sortes de constructions ou de représentations sur Terre qui correspondent à des circuits imprimés. Et on se dit, mais à quoi ça pourrait servir d'avoir fait ça sur la Terre à l'échelle de plusieurs kilomètres? Et c'est d'ailleurs gardé par des militaires. Donc souvent, c'est des terrains militaires. Donc comprendre que certaines forces sont agissantes à travers des circuits imprimés liés aux formes, aux géométries et des fois aux structures de matériaux qui sont plaqués, alors soit par le mental dans la forme des lettres, ou dans le sol avec différents types de matériaux mis au sol, c'est quand même assez hallucinant, assez bluffant de voir que des gens y croient suffisamment que ça marche ou pas. Et ils y croient suffisamment, un peu comme les pyramides, pour faire des constructions monumentales. Ça portait un nom, je ne sais pas si c'était Projet Oméga. Je crois qu'il y a un type qui a fait un document aussi qui s'appelait, je crois, Projet ou Rapport Oméga. Projet Oméga ou rapport Oméga. Et en fait, il se balade avec les satellites d'observation et il montre toutes les zones où il y a des choses qui n'ont pas de sens du point de vue de l'installation et correspondent à ce qu'on reconnaîtrait en électronique, à l'échelle de plusieurs kilomètres de taille, comme des circuits imprimés. Alors après, on arrive à la lettre numéro 5. Et puis après, pour pas que ce soit trop saoulant sur uniquement les lettres, je vais passer à quelques mots, quelques explications liées aussi à la guématrie ou à l'usage qu'on peut avoir. Parce que sinon, on va dire en faire tout l'alphabet, on va peut-être en garder un petit peu pour la suite. On rappelle que c'est en 4 parties, donc on va dérouler ça sur plusieurs volets. Lors de cette première partie, qu'est-ce qu'on va évoquer principalement? Donc tu disais quelques lettres de l'alphabet et quelques numéros qui sont intrinsèquement liés, c'est ça? Voilà, c'est-à-dire je vais donner des exemples d'usage et des exemples comment on peut, même s'il y a des formes des fois plus poétiques, moi je ne suis pas trop versé là-dedans, mais on peut faire passer des messages ou faire passer des pistes de réflexion à travers les ambiguïtés ou l'entendement qui sort de l'usage de la langue des oiseaux. En D'accord. gros, les sonorités qui sont émises et tout le sens multiple, ça peut lancer des méditations, ça peut lancer des pistes de réflexion et une compréhension beaucoup plus large que le sens premier qu'on nous a appris de chaque mot en fait à l'école. Donc on va passer à la lettre E. Alors la lettre E, comme chacun le comprend, c'est un trigramme chinois, c'est 3 barres, reliées par une verticale. Donc la somme étant plus que le tout étant plus que la somme des parties, il y a 4 parties dans un E majuscule, et bien évidemment c'est la lettre numéro 5. Et donc c'est la lettre de ce qu'on assemble dans la Trinité. Donc les 3 parties, la terre, le ciel et l'interface qui est l'humain évidemment. Et donc, ça va parler des êtres vivants ou des ensembles d'êtres. Et donc, à partir de là, on peut se dire qu'il y a des mots où, en fait, la lettre E va peut-être correspondre d'abord à ce fondement. Alors, par exemple, comme c'est la lettre 5, on peut penser aussi au pentagramme de Léonard de Vinci, où il y a un bonhomme mis avec les pieds écartés et les jambes écartées. Et donc, ça correspond à une étoile à 5 branches. On pense aussi à la notion de la pomme, le fameux fruit soi-disant défendu, alors que l'idée de pomme, le mot pomme, en fait, historiquement, a été utilisé. Alors pourquoi j'en parle? Parce que en fait, quand on coupe une pomme, on a un pentagramme, quand vous coupez une pomme à l'horizontale. Voilà. Et c'est un tore, une pomme, c'est un tore, c'est-à-dire c'est comme un circuit énergétique magnétique, comme le pôle sud qui envoie de l'énergie, qui est captée par le pôle nord, etc., avec les fameux rails magnétiques, les aurores boréales au pôle nord. On a un lien avec le pentacle aussi, non, éventuellement? Oui, ben, le pentacle, c'est l'étoile, c'est le pentagramme. Oui, non, parce que j'en ai une vision binaire, j'ai une vision assez dualiste.
on va dire. Le pentacle, c'est aussi un symbole sataniste, mais c'est aussi un symbole sacré. Non, non, c'est ni sataniste ni sacré. Si tu le mets en haut, ça indique des forces qui partent, qui réunissent le bas pour aller la tête vers le haut, effectivement, la pointe vers le haut. Et si tu le mets dans l'autre sens, c'est l'inverse, c'est des forces du haut qui descendent vers le bas, quelles qu'elles soient. C'est ni sataniste, ni sacré, ni dans un sens. C'est des questions de polarité. C'est là où la langue des oiseaux va nous dire exactement comment, en fait, on nous a piégés dans une vision binaire, Mais, manichéenne avec le bien et le tu, mal. tu pourras pas nier le fait que toutes les officines et toutes les sociétés secrètes satanistes utilisent ce langage et cette symbolique. C'est une Mais réalité. je vais pas nier. Je vais juste dire qu'ils se foutent de la gueule de ceux qui comprennent pas qu'il faut sortir du système dualiste, binaire et manichéen. Ils se foutent de votre gueule. Tous. Ils Pourquoi il rigolent. l'associe au Baphomet, par exemple, ce fameux pentacle? Attends. Reste, C'est- je suis désolé, parce que là, tu fais une question qui dévie complètement. Si déjà, en fait, dès que j'aurai fait ces 4 épisodes sur la langue des oiseaux, vous aurez tellement de pistes de compréhension qu'en fait, chaque mot que vous allez entendre, il va changer, il va se transformer, et vous allez comprendre le réel différemment. Je vais donner un exemple, là, déjà, pour compléter. Donc, on s'arrête au E. Eh bien, quand vous parlez de Dieu, vous savez qu'il y a des gens qui avaient différents dieux à une époque. Et puis, il y avait des dieux comme le dieu argent, qu'on appelait d'ailleurs, tiens, c'est bizarre, Mammon. Mam, comme la mamelle. D'ailleurs, la mamelle, nous en français, on appelle ça les tétés. Tétés, c'est la lettre 20. Donc, finalement, c'est divin. Tétés, les tétons, les tits, hein, et du T. Même la tête, elle est divine parce qu'il y a 2 T. 2 T majuscules, 2 fois la lettre 20. Dans le bébé et dans les mamelles, il y a un rapport. Parce qu'on a parlé que le B, c'était la lettre du féminin, et des filles, voilà, le nombre d'or, le fameux nombre d'or. Et dans les mamelles et mammon, l'argent mammon, en fait, il y a la notion de mamelle nourricière. Donc on, évidemment, comme chacun le sait, avec un appareil électronique on et off, c'est allumer ou éteindre. C'est quoi on finalement? Ça va être le O avec l'interrupteur. Un N en électricité, c'est un interrupteur. C'est 2 barres qui théoriquement sont parallèles, 2 circuits parallèles, avec une barre qui les relie électriquement. Donc ça fait effectivement une sorte de, pas d'étincelle, mais voilà, ça met en connexion 2 choses qui voudraient être parallèles. D'où la haine. La haine, c'est peut-être qu'on force des gens qui ont des chemins séparés ou parallèles, qui ne doivent pas se croiser, à se croiser et à être en contact. Ça peut venir de là, sait-on jamais. Pas forcément des gens qui se détestent ou qui ne vont pas dans la même direction. C'est des gens qui ne doivent pas tellement s'entrecroiser, qui ont des chemins qui ne doivent pas se croiser, et qu'on a contraint à un moment à être en lien. Ils ne sont pas prêts à vivre ce croisement. Voilà, il y a un interrupteur qui interrompt leur petite tranquillité. Donc, O, c'est le soleil. On en a parlé tout à l'heure. Le seul rond qu'on voit tout le temps dans le ciel, c'est le soleil. Le reste, la lune, elle n'est pas ronde, d'accord? Le reste, après, c'est des étoiles, c'est des petits points. Donc, on va avoir toujours cette notion que le dieu, donc Mammon, ça va être la mamelle, ce qui est nourricier. Ma, c'est le bruit du bébé quand il tète. Et bien, ma, c'est là où il exprime qu'il a faim. Eh bien, elle est allumée. Et donc, c'est ce qui nourrit. Donc, Mammon, c'est quand tu as de l'argent, en gros, ou de l'énergie, ou des mamelles pleines de lait nourricier, et que tu nourris le faible, ou le bébé, celui qui est dépendant de toi, avec ta réserve énergétique, ou laitière, ou quelle qu'elle soit. Tu vas avoir en bourse, par exemple, quand les cours descendent, on appelle ça des M. Et si on appelle ça des M, c'est parce qu'en fait, on a eu une période où il y avait avant ce qu'on appelle des W, c'est-à-dire que des courbes montantes, et on appelle ça aussi bulles, comme la tête du taureau. Là. On parle de bulles, à la fois BU, 2L, et de bulles financières. Quand ça monte en bulles, parce qu'on appelle ça des W, comme si on avait une sorte de W un peu incliné, et que ce W incliné, en fait, il fait monter la courbe parce que les plus bas sont de moins en moins bas, enfin, sont de plus en plus hauts. Donc voilà. Et on a le W de win, celui qui will, la volonté will en anglais, ou win, qui va gagner, et qui correspond à une sorte de coup de corne qu'on met vers le haut. Tu vois, comme si on envoyait un truc vers le ciel, tu vois. Et puis inversement, le M, c'est le contraire, c'est des coups vers le bas, qui descendent, qui descendent, qui descendent, tu vois. Et donc, en fait, il y a des gens qui, comme Dieu, ont le Dieu de la bourse, de l'argent, de la bulle, donc qui vont monter des Ponzi, des machins, genre Madoff et tout ça. D'ailleurs, il était mad off, et puis il était un peu éteint au niveau cérébral. Il faut bien écouter, parce que s'il est off, c'est qu'il est éteint. Parce que off, c'est le soleil avec 2 F, c'est 6-6. Donc on est libéré du contact à ce qui nous allume. Ce qui nous donne de l'énergie, c'est le soleil. Et 6-6, c'est la libération, le 66,06 du Micon dans la pyramide. C'est juste l'idée ou le concept de la libération. C'est ni satanique, ni diabolique, ni meuf. C'est l'idée de la libération par rapport à l'état de l'homme qui est sur la terre, le 5, le être vivant, avec des ensembles d'êtres, de eux.
Donc quand on est au stade après du F, c'est par exemple quand on est mort, on est libéré de l'âme à tiers. La matière et l'âme à tiers. L'âme à tiers, si par hasard la logique des poupées russes, avec les 9 poupées russes, contenait, on va dire, 3 fois 3 poupées, eh bien, s'il y en a 3 qui sont liées au monde minéral, végétal et animal, par exemple, sait-on jamais, eh bien qu'on les laisse en bas, eh bien il nous reste quand même 66,6, c'est-à-dire 2 tiers. Donc l'âme à 2 tiers, c'est libéré de l'âme à tiers. Et il y a beaucoup de mots qui utilisent ça. Par exemple, le métier, quand tu fais ton métier, c'est me, c'est moi, le me au tiers, donc 8 heures par jour sur 24. 8 heures sur 24, tu fais une activité. Et ça qui définit ton métier, moi tiers. Quand tu es vis-à-vis d'une autre personne, qu'est-ce que tu partages avec cette autre personne? Eh ben, tu as 2 bras, 2 jambes, une tête, machin. Donc c'est un tiers, c'est une tierce personne. Donc tu as un tiers qui est pareil. Mais s'il faut, dans la tête, dans les concepts, dans l'énergie, ça, tout est complètement différent. Donc en fait, on utilise beaucoup le rapport aux lettres et à la guématrie pour indiquer le réel à travers ce langage qui, lui, n'a pas un effet de mode. Il a traversé des siècles, sinon des millénaires. Donc il n'a pas été pondu hier par François Bleuez ou Burensteinas ou je ne sais pas qui. Non, c'est quelque chose qui existe et qu'on redécouvre via les concepts de base des proto-langages mis en géométrie compréhensible avec des fois le tarot de Marseille, la guématrie, etc., et qui permettent de comprendre les principes. Et une fois qu'on a compris ces principes, on ne fait plus d'erreurs de compréhension du réel, et on n'est plus dans des systèmes binaires ou de lutte du bien contre le mal, ou du mal contre le bien, ou je ne sais pas quoi, en disant l'autre c'est le mal, moi c'est le bien, donc je lutte contre le mal, donc super, je vais faire la guerre, je vais tuer le méchant. Ouais. D'ailleurs, le méchant, c'est quoi? C'est pas le mec qui fait du mal en tant que tel, c'est le méchant. Au lieu de chanter, il méchante. C'est-à-dire qu'il y a dire et il y a médire. Celui qui médit, c'est pas celui qui se tait. C'est celui qui dit, mais dire. Il médit sur quelqu'un. Donc le méchant, c'est celui qui chante, mais faux. Il a une disharmonie par rapport aux autres. C'est marrant. Voilà. On arrive à retranscrire à peu près tous tes exemples et on se dit, oui, effectivement, ça tient la route, même si ça paraît farfelu. Par contre, pour ce qui est du 666, tu parlais des mamelles de Wall Street. Moi, ça me fait penser au vaudeur qui est à Wall Street, justement. Ah oui, le bulle. Oui, mais tous ces symboles, bon, tout comme le 666, je suis désolé, y compris dans les écrits anciens, c'est le chiffre de la bête. Ça a été indiqué comme étant l'adversité, comme étant une polarité négative. Voilà. Non, ça n'a rien à voir. T'as pas un chiffre qui est mauvais et un autre qui est bon. Oui, c'est vrai que c'est... Tu comptes de 1 à 10, on va voir si tu te sens mal. Tu comptes de 1 à 10, est-ce qu'il y a un chiffre, tu le prononces, t'es mal. Alors tu peux faire la même chose avec 1, 1, 1, 111, 222, 333, 400. Est-ce qu'à un moment tu vas dire 666 et tu vas avoir une crise cardiaque ou te sentir en désunion? Non. Non, par contre, en ayant élaboré, étudié énormément de sujets, j'ai vu la récurrence de ce chiffre ressortir. Je te dis qu'ils se foutent de ta gueule. Ils ne font que ça. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'arrête pas de voir sur les réseaux sociaux? Je vois 55,5. Je te rappelle que 55, si tu mets le mot Satan, c'est le gardien du jardin. Donc 55, si tu veux, en guématrie, c'est le gardien du jardin. Or, au 55 Faubourg Saint-Honoré, c'est quoi? C'est l'Élysée. Oui, donc, mais Macron a été élu avec 66,6% au suffrage. Tout ça n'est que du codage. Ça n'a pas de valeur morale en soi. Mm-hmm. Certains s'approprient. Par exemple, tu as les mecs à Las Vegas, ils te mettent le 777 quand tu gagnes. C'est le chiffre des anges. Tu vois, oui. Mais c'est pas pour ça que ça leur appartient ou que les anges sont liés uniquement à l'argent ou spécifiquement à l'argent. Même si Jovanovic nous a montré que lorsque la bourse s'est cassée la gueule le jour de la fête des anges, 29 septembre 2008, il y a eu moins 777,7. Donc oui, il y a des marqueurs qui passent. Et il y a un langage de l'univers vivant qui passe. Alors moi, ce que je vois aussi beaucoup, et je te le cache pas, c'est que sur des écrans de courbes de trade, je vois beaucoup de courbes qui des fois s'arrêtent, et je vois qu'il y a une communication entre les market makers. Ça s'arrête sur, par exemple, le Bitcoin va s'arrêter à 20,666,6. Et pour arrêter, ou des fois il y a eu 555, du 222, du 777, pour arrêter une descente ou un chiffre pendant genre 12 heures, et ça va être le bottom ou le top. Comme ça, il faut une puissance financière, une puissance de réactivité pour que dès qu'après ça remonte, on refasse tomber, et donc il faut qu'on ait la réserve derrière. Donc ça veut dire que quand bien même ce serait fait par des êtres humains, etc., il y a une puissance terrible au niveau financier pour indiquer ou communiquer entre market makers. Bon, ça c'est un autre sujet, mais ce que je veux dire, c'est utilisé dans la finance. Donc ça n'est pas arrivé que le 29 septembre 2008. Moi, ça arrive tous les jours. Tous les jours, je vois du 555, du 777, du 666 sur l'écran. Tous les jours.
Je peux même faire des captures, des fois je les ai faites, je les ai mis. Voilà, donc ça n'est pas si exceptionnel, mais c'est avec 20 666,6 sur le Bitcoin, ou avec 19 000, parce qu'en ce moment il est entre 19 et 20. Mais voilà, ça n'est pas, voilà, ça n'est pas typique d'un 777. Ça peut être 1777,7. Moi, des fois, j'ai eu comme ça des contacts où j'ai eu une information qui m'a dit tiens, tu veux une confirmation que ce que je te dis est fondé, va voir ton article. Et mon article avait vraiment 37 777 vues. Et dès que je clique dessus, hop, ça fait une de plus et ça fait 78. Donc, je refais rafraîchir la page, vite, je fais la capture d'écran pour avoir l'ancien affichage avec l'ancien chiffre pour pouvoir prouver la chose. Et je l'ai d'ailleurs. Donc, très souvent, j'ai eu ça. Et donc, c'est là où je m'aperçois que l'univers peut t'informer de choses que tu n'es pas censé savoir. Tu ne peux pas savoir que ton article, en ce moment, il est avec un chiffre avec 7777, avec 4 7 d'affilée, tu vois, c'est pas possible. Tu n'es pas en train de regarder des articles tout le temps. Et c'est des synchronicités ni plus ni moins, telles que les heures miroirs aussi, qui peuvent également interférer. Oui, mais quand les synchronicités, tu les remarques, parce que statistiquement, il y en a beaucoup par rapport aux autres nombres, c'est une chose. Quand tu ne vis que ça, ça devient une folie. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a plus que des synchronicités. Hallucinant, j'en ai une sur une facture, tiens, je vais te la montrer. Hallucinant, je reçois une facture des eaux et la facture me donne du langage de guématrie. Vous allez voir à quel point c'est réel. Alors en plus, ils ne sont pas venus faire le relevé parce que je ne les laisse pas rentrer actuellement. Et en fait, je fais moins de 1 mètre cube. Vous allez voir, hallucinant. Donc en fait, je ne les laisse pas rentrer chez moi parce que je fais moins d'1 mètre cube par an. Mais eux, les escrocs, ils m'ont facturé 22 mètres cubes. Alors si vous regardez les chiffres, j'espère que la précision est bonne. Ta caméra, t'as pas une connexion excellente, ce qui fait que ça pixelise un petit peu, mais on voit qu'il y a 22 mètres cubes, effectivement. Voilà, oui. 22 urgence, 22 là les flics. Le prix en bas, 74,74. C'est mon année de naissance. J'ai aussi 339 ici, sur ce numéro-là. 39, c'est la guématrie de Dieu. Et c'est là où je voulais parler. C'est-à-dire que le message reçu vaut mieux que la facture, parce que ma facture ne devrait pas faire 74,74 €, mais le message qui m'a été envoyé, c'était l'insistance du Christ de Jésus. Puisque je suis né en 74 et que j'ai été un peu marqué par ça, par mon métier, par tout un tas de choses dont je t'ai parlé, mais là, ce n'est pas le sujet de ce soir. Bien que j'ai eu les stigmates pendant 20 ans, mais pour des raisons professionnelles. Parce que je tiens des baguettes qui m'ont creusé les mains et pendant 20 ans, avant que j'invente un manchon ergonomique. Bref, donc je voulais parler en fait de la notion, tu vois, des dieux, des différents dieux qu'ont les gens. Parce que selon les époques, en fait, le mot Dieu, il a correspondu à différentes choses. Et en fait, Dieu, on appelle ça un acronyme, comme URSAF, Sécu, ONU. C'est un acronyme, c'est la définition des idées dans un ensemble unifié. Et là, on peut voir que D, comme définir, correspond bien à la lettre 4, I à l'unité du 9, parce que c'est la lettre numéro 9, et à l'individu, parce qu'un individu de loin, si tu le vois de loin, bah, c'est 1, tu vois que c'est 1 parce que c'est une barre verticale, tu vois. Et on compte comme ça chez les Romains, avec des barres verticales. Donc, tu as la définition et le fait d'être unique, ça permet d'avoir des idées. D'ailleurs, tu mets le point sur les i. Le point, c'est l'intuition, ça vient des étoiles, parce que qu'est-ce qui est dans le ciel, qu'est-ce qui te guide, c'est les étoiles. Donc, ce sont les points. Donc, mettre le point sur le i, c'est la relation. Et d'ailleurs, dans la langue des oiseaux, si tu veux, elle est parlée par les enchanteurs. Et comme Merlin, c'est un merle. Merlin, un merle. Donc, c'est un oiseau. Tu vois, et il a d'ailleurs un chapeau pointu. Et son chapeau pointu, en fait, c'est un peu comme s'il y avait une sorte de point unique qui descend de l'arrière et qui commence à rayonner sur toute la tête, tu vois. Donc, en fait, ça veut dire aussi que tout le mental doit être réunifié vers un seul point. Et donc, tu as, par exemple, aussi la capuche musulmane qui part en pointe, les capuches des bénédictins. Tu as en fait beaucoup de gens qui ont développé des chapeaux pointus pour dire, voilà, tu vas tout réunir et tu vas le mettre vers l'unité. Tu vas le faire travailler jusqu'au chakra numéro 9, ce qu'on ne voit pas, parce que nous, on voit que cette chakra du point de vue endocrinal et du point de vue, on va dire, organique. Et donc, on arrive avec 7, c'est d'ailleurs le dieu 7. Osiris pour l'iris qui est réveillé pour la DHEA et donc la glande pituitaire. Et puis le dieu 7 pour l'arrière, qui est donc le chakra numéro 7, 7 SETH bien sûr. Le fameux combat entre Osiris et Seth dans l'ancienne Égypte, et puis qui correspond au cerveau arrière avec les fameux crânes oblongs, puisqu'il y en a beaucoup qui disent que voilà, certains anciens espèces de la planète avaient un crâne oblong, et grâce à cette activité très importante de l'arrière du cerveau, il y avait une intelligence supérieure, à la fois instinctive, à la fois primitive, qui pouvait leur donner une sensation de prédateur sur les autres, et à la fois détachée du bien et du mal, parce qu'ils arrivent à conserver l'unité même en faisant, entre guillemets, ce qu'ils ont envie, quoi.
Donc il y a aussi cette notion d'aller vers l'unité, vers l'arrière, et d'allonger. Et des fois, certains chapeaux, on a considéré, soit chez les pharaons, chez les évêques, qu'ils étaient là pour masquer une déformation cérébrale naturelle, hein, pas avec les plaques comme certains ont voulu les imiter. Donc voilà, parce que là, il y a moins d'os. Quand tu déformes avec les plaques, la masse osseuse n'est pas différente de quelqu'un qui a un cerveau normal, un crâne normal. Donc en fait, on parle des crânes oblongs qui ont une masse minérale supérieure par rapport à un crâne normal. Alors, qui serait donc peut-être d'une espèce un petit peu rothschildienne différente, pour penser à Jacob et aux Simpsons. Oui, donc je disais que Dieu, c'est un acronyme, donc la définition des idées dans un ensemble unifié. Et là, on voit aussi que, tu vois, pour parler de la lettre U, finalement, c'est quoi? C'est un point, une descente dans une vallée, dans un canyon, et puis tu remontes. Donc finalement, c'est quoi le U? Ce qui est universel, ce qui unit, c'est deux points reliés par une sorte de chute et une remontée. Donc si cette logique est bonne, ça veut dire qu'en fait, la lettre contient la fonction universelle, unifiée. Et ces lettres, quand elles sont combinées les unes avec les autres, donnent une autre signification, encore une fois, donc ce qui complexifie quand même le décodage et la lecture au final. Oui, et puis après, tu penses en termes de principe, c'est-à-dire que quand tu vois le mot Dieu, et que tu te dis, ça veut dire donc la définition des idées dans un ensemble unifié, eh bien une charte où les droits de l'homme, c'est un Dieu. C'est-à-dire que les gens, ils te balancent un texte, ou bien un Moïse qui va sur une montagne qui redescend avec des tablettes, il y a 630 lois, ou 10 commandements, si tu veux résumer pour pas avoir à tout lire. Eh bien, ça, c'est un Dieu, c'est une définition des idées dans un ensemble unifié avec tous les gens qui soit font confiance à Moïse parce qu'il a eu inspiration, ou soit on en parlait avec lui, il a essayé de faire, il a regardé les doléances, si tu veux, et puis il a regardé aussi les doléances des forces supérieures qui, elles, des fois, ont envie d'élever un peu la masse. Donc, les dirigeants ou même les conducteurs spirituels des peuples sont toujours, en fait, des gens qui ont des épées de Damoclès par au-dessus et par en dessous, qui peuvent leur trancher éventuellement la gorge. Donc, en fait, ils sont des intermédiaires entre le peuple, le vulgus pecum, et les forces du ciel. Ils essaient de faire se rejoindre pour, on va dire, gérer la médiocrité ou le manque de spiritualité des peuples, ou le temps d'évolution d'un État vers un autre, d'un peuple qui sort de l'esclavage, mais l'esclavage étant toujours lié aussi historiquement à l'esclavage vis-à-vis de ses propres défauts et de ses propres problématiques. C'est-à-dire qu'historiquement, on a toujours considéré que si tu appartiens à quelqu'un, tu es un vendu, puisque tu as été acheté. Et d'ailleurs, c'est le Christ qui permet de te racheter. Donc là, ça rejoint totalement la notion du baptême libérateur des lois maritimes. Tu es tiré du monde de l'eau et du monde de la marchandise. Donc en fait, si tu veux, il y a toujours eu ce lien entre le fait d'être esclave et le fait d'être soit un ignare, donc tu ne pourrais pas te débrouiller si tu n'avais pas un maître avec un domaine et de la nourriture, etc. Quelque chose qui est déjà bien géré par un sachant, ou soit le fait d'être esclave de tes pulsions et tu as besoin de quelqu'un qui te dit bah, fais ci, fais pas ça, parce que respecte les lois de la maison, du domus et du dominant, évidemment, dom, dominé, dom, il te protège, domus, mais il te domine. Donc en fait, c'est aussi tout un principe dans les mots qui font que même une arche, c'est comme un arc, c'est arc-bouté, c'est comme un dôme, tu vois. Un arc, c'est à la fois une arme et à la fois une sorte de protection, tout comme un dôme, un arc. Donc l'oligarchie, quand vous allez entendre en fait tous les mots, oli, faible quantité, et un arc, il a l'arme, tu vois. Donc l'arme, souvent elle cause des larmes d'ailleurs, parce que quand tu utilises l'arme, le bras c'est arme, donc le bras est une arme en anglais, arme. Oui. Mais en même temps, si tu l'utilises trop souvent, l'arme qui coule parce que tu fais mal, ou tu te fais mal à toi-même, puisque tu peux aussi par empathie vouloir n'utiliser l'arme qu'en dernier ressort, évidemment. Il y a des détracteurs qui voudraient peut-être éventuellement transposer ton exemple, dire ok, Dieu, acronyme, etc. On le prend en anglais, God. Justement, on va y venir. En guématrie, ça marche parfaitement. Ça marche parfaitement. Ok. Ouais. Ça va. Alors, bon, on va rester sur le mot Dieu, parce que c'est très important, effectivement, tu as raison d'insister là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que le créateur, ça n'a rien à voir avec Dieu. Dieu, c'est une définition d'idée dans un ensemble unifié. Si tu as un syndicat des cambrioleurs qui se réunit, ils font une charte, voilà comment il faut faire les cambriolages. Ah, il y a la loi qui dit que de nuit, dans un local habité, article 122, 6 et 7, on pourrait être tué, donc on va faire tous les cambriolages à 14h pendant que les gens bossent. Et c'est ce qu'ils font. Comme ça, c'est 2 jours dans des locaux où, en fait, si jamais ils se font choper, le premier qui leur tape dessus, qui les chasse et les fait tomber en arrière, c'est lui qui va en tôle, tu vois, parce qu'il y a la loi ils sont protégés par l'article 122, 6 et 7 du code pénal. Donc, si tu veux, ils réfléchissent et ils font tout leur cambriolage à 14h, plutôt que les faire la nuit. Tu vois, parce qu'ils s'adaptent en fait. Donc, ils vont définir des idées dans un ensemble, peut-être de cambrioleurs, unifiés. Mais c'est pas pour ça que c'est le créateur de l'univers. C'est très différent
des ou un dieu, et le créateur, les forces créatrices ou les principes ou les constantes de l'univers créatrice. C'est totalement différent. Et tu peux y mettre un C'est lien pas pour donc les gens. avec le polythéisme et le monothéisme alors en quelque sorte, puisque Ben, je viens de te dire que Dieu, c'est une charte, c'est une définition d'idées dans un ensemble unifié. Tu peux le coucher sur le papier ou sur des tablettes, en 10 commandements ou 630 lois si tu veux. Donc c'est pas le problème. mais c'est pas pour Euh, autant qu'on va déifier une bande de voleurs. mais pourtant on a déifié le veau d'or, la bourse, le bulle, pour les bulles, et après c'est la mamelle, les mammons, la chute. Bon, Donc si tu bonne veux, tu as toujours eu la réponse. déification de ceux qui gagnent sur la Bonne bulle réponse. et Oui. du féminin qui gagne sur le fait de se nourrir du désastre en bourse. Oui. Tu vois. Ok. J'ai pris un mauvais exemple. Effectivement. Alors, on va partir sur God, effectivement, parce que, tu vois, dans les mots, je t'ai parlé du 13 jusqu'à 52, 13, 26, 39, 52. Il y a 52 semaines, il y a 13 mois lunaires. En fait, le mot Dieu, Yahvé, imprononçable, sauf dans le temple, fait 26, 10, 5, 6, 5, avec le Y, le H, voilà, le Vav, et après, donc le H, le E, donc H-E. Et donc, ça fait 10, 5, 6, 5, ça fait 26. Et en fait, eh bien, il y a le lien direct avec God, parce que si tu additionnes les lettres de G, O et D, ça fait 26. Tu t'aperçois aussi que, mise à l'envers, ça fait chien, dog. Or, si God et dog sont équivalents en anglais et font 26, chez nous, en français, on a la même chose. On a le chien qui fait 39, et on a Dieu qui fait 39 aussi. On a Joie qui fait 39, on a Graal qui fait 39, on a Magdala qui fait 39. Tu vois, on a le Messia qui fait 74 pour Jésus. Et d'ailleurs, tu t'apercevras que 74 plus 26, ça fait 100. 100, c'est une totalité, c'est le 10 des mains multiplié par le 10 des pieds. Donc c'est un principe, en fait, le 100. Le 100, c'est la totalité de Oui. ton énergie. 100%. Oui. Voilà. Et puis on a fait un culte qui est basé sur l'idée de télécharger une disquette, un logiciel, nous, chez les catholiques. Tu télécharges un logiciel avec le disque dur, et après l'énergie, le 100. Donc tu as un lien entre le 100 et le chiffre 100, qu'on le veuille ou non. Et tu as le lien entre le God et le dog sur 26 et le chien et Dieu à 39. Et moi, à l'église de Valbonne, Saint-Blaise, alors je m'appelle Bleuez, petite programmation avant de venir, eh bien, les cloches sonnent 3 fois 3 coups. Donc quand tu entends 3 fois 3 coups, tu entends le 3, tu l'entends 3 fois, donc tu entends le 9. Donc tu as le code Tesla 369. Tu entends le 3, le 9, et forcément la distance qui sépare le 3 et le 9. Donc 39, pour les chrétiens, c'est en correspondance directe avec le concept de Dieu, tel qu'il est défini dans le canon religieux. Mais il est aussi en lien avec le Vatican, puisque quand tu vas appeler en Italie, si tu appelles l'international, tu composes quoi pour avoir l'Italie et le Vatican? Le 39. 339. Alors que la France, sous les francs max, c'est le 33. Et évidemment, si l'islam s'est arrêté en Espagne, on va dire à la Alhambra, hein, Recuerdos de la Alhambra, qui est magnifique, eh bien, c'est 34. Et Allah, ça fait 34 en islam. Tu vois, tu prends le A plus le L plus le A, tu rajoutes le H, ça te fait 34. La lettre 1 plus L, ça fait 12, donc 1 plus 12 fait 13, et donc ça monte de 13 dans un sens, puis du L vers le A, ça y revient. Et donc ça fait aussi 13, donc ça te fait un 26, mais auquel tu ajoutes le H, et le H, c'est un double carré. Alors dans le document noir que tu montreras, on voit que le H est un double carré en conception de base, et ce double carré, eh bien, il a été après arrondi pour être soit debout en 8 ou soit couché pour signifier l'infini pour le sommeil, tu vois. Puisque good night, ça donne la bonne nuit. Et c'est N, l'interrupteur, vers 8. C'est la porte vers le monde de l'endormissement, tu vois. Et d'ailleurs, le N étant un interrupteur, on va dire, du debout, tu as aussi le Z, quand les gens ils dorment, tu sais, on écrit Z dans les bulles, dans les BD, Z, on met plusieurs Z pour indiquer qu'ils sont en fait en position allongée avec l'interrupteur. Tu vois, l'homme allongé avec le champ magnétique allongé. Donc, si tu veux, le Z, il est lié aux positions allongées. D'ailleurs, on fait usage de son zizi et sa zizette quand on est en position allongée en général. Donc, si tu veux, tu vois, il y a le concept et la position des barres définit en fait l'action. T'as été chercher où toutes ces informations? Tu les as trouvées personnellement ou t'as eu un Ça m'a tutoriel? été révélé. Des fois, je joue de la musique à l'église et j'ai dit, tu veux quand même pas qu'avec mon look, je représente ou je sois un porte-parole de Jésus? Il dit, ah, tu crois? Eh ben, va faire la guématrie de Jésus. Donc, pendant le sermon, je vais faire Jésus, J égale 10, E égale 5, etc. Et je trouve 74.
et je suis né en 74. Et Trump, qui a été élu le jour de mon anniversaire, eh bien, quand il est entré dans le Covid, c'était 3 et 4 décembre 2020. 3 et 4, pardon, 3 et 4 octobre 2020, donc le jour de la Saint-François. 4 octobre, c'est un dimanche. Donc le 4 octobre, c'est aussi le jour de la Constitution française. 4 octobre 58, c'est la Saint-François. Je m'appelle François. Et le pape actuel s'appelle François. Donc tu peux avoir peut-être des alter ego là derrière toi. Et puis il a été élu à 74 ans, avec 74 millions de voix. Et son discours le plus important à l'ONU, c'était le 74e. Donc, quand tu prends tous les éléments, et puis après, ils t'ont trouvé un variant du coco presque vide, qui était 74% plus contagieux après le premier. Enfin, ils te mettent du 66, 55, 74, du 26, ils t'en mettent de partout. Ils font une avalanche de guématrie programmative pour, en gros, faire en sorte que les gens soient programmés par ces chiffres-là. Donc, moi, personnellement, j'étais très programmé par tous ces chiffres. Et ça m'est révélé, parce que j'ouvre les yeux sur les proto-langages. Je regarde les proto-langages. En fait, j'ai vécu avec un tableau des proto-langages de plein de langues différentes. Et puis, il traînait chez moi. Bon, je le voyais souvent. Puis, petit à petit, ça m'a donné... je me suis dit, mais le créateur serait, on va dire, mal avisé de nous laisser, nous dépatouiller à partir de ce truc hyper compliqué où il y avait une quinzaine de langues différentes sur les proto-langages et les premières lettres, les transpositions, les ajouts, etc., et que comment tu voudrais comprendre les principes si aujourd'hui le français est une sorte de goubli-goubla, comme on dit, là, goubli-goubla, et qui n'est pas clair. Et il y a quelque chose qui m'a dit, mais cherche la clarté, peut-être elle y est. Peut-être que finalement ces proto-langages sont une vision, sont en fait des démarrages inachevés, et que le français, contrairement à une résultante un peu comme nos villes champignons, là où c'est du n'importe quoi, et ça n'a pas été pensé d'un bloc comme les villes antiques de Sumer, et bien au contraire, le français, c'est un aboutissement soit par des forces supérieures qui guident l'Académie française, etc., au fil du temps, ou soit des intuitions cumulées dans différents cerveaux qui ont pouvoir de décision sur le fait d'entériner un nouveau mot. Mais en ce moment, ils sont plutôt égarés parce qu'ils ont mis pharmacie avec un F, ou photo avec un F, alors qu'il s'agit de pH, puisqu'il s'agit de chimie. La chimie est liée au pH. Donc, s'il y a le pH dans la pharmacie, dans les produits chimiques, tu dois être vigilant au pH et pas au F. La F, c'est le feu. Alors que le pH, il y a la P et il y a la porte, le H. Lui, comme l'huissier, pour la lettre 8. Pour le H, tu vois. Non, mais il y a une volonté consciente de vouloir déformer le langage, et donc de déformer de facto la pensée aussi de nos jours. Mais c'est aussi qu'on veut se couper de la tradition, parce que tout à l'heure, je te parlais de chien qui fait 39, mais Canis Major, la constellation, tu vois, sur laquelle la tradition égyptienne s'est basée pour représenter les pyramides. Ça veut dire le grand chien. Donc, si chien est égal en gématrie à Dieu, et qui a un lien avec les êtres venus d'ailleurs, qui nous auraient donné une définition d'idée dans un ensemble unifié pour ne pas faire n'importe quoi et faire des trucs au moins aussi bien qu'eux, ou on n'a pas réussi à faire aussi bien que ce qui est venu à l'époque. Mais c'est parce qu'il y a un lien en fait direct. Donc en fait, il y a toujours eu des liens tous azimuts dans ces domaines-là. Regarde, la lettre Z, c'est la 26e de l'alphabet. Donc nous, on a un alphabet qui fait 26, et tout à l'heure, on a dit que God et Dog, ça fait 26. Tu vois, donc ça représente Dieu. Et nous, la totalité du A à Z, de l'alpha jusqu'à l'oméga qui est notre Z, pour nous, notre alphabet, ça fait 26. Et Zeus, par exemple, si tu additionnes les lettres, ça fait 61, qui est le versant de 16. 61, 16, tu vois, 26, 62, etc. Tu vois. Donc tu as vraiment des valeurs, et c'est la maison de Dieu dans la lame du tarot. Le 26 aussi, il a une spécificité qui est connue, c'est qu'il est coincé entre 25 et 27. 25, c'est 5 fois 5, 5 au carré, et 27, c'est 3 fois 3, fois 3, fois 3. C'est 3 au cube. 3 fois 9, 27. Donc en fait, c'est un nombre un petit peu calé au milieu. Donc tu vois la spécificité de ce 26 qui veut dire God, Dog, qui veut dire Dieu en hébreu, avec le tétragramme, et qui correspond, si on va jusqu'à 100, au différentiel 74, qui veut dire le Messia, qui veut dire Jésus, etc. Je pensais avoir une réflexion assez rapide et je me rends compte à chaque fois avec toi, ce qui est passionnant, c'est que en fait, je suis encore un petit peu à la masse. Parce que ce que tu fais, c'est ni plus ni moins que de relier des points qui sont invisibles aux yeux de tous, aux yeux du Kidam, et de créer des raccourcis aussi, des synthèses, qui peuvent être assimilées comme de la folie, effectivement, puisque quand on n'arrive pas à concevoir, on n'a pas une vitesse de réflexion, qu'on n'a pas les synapses assez puissantes pour pouvoir... Moi, j'invite les gens à vérifier tout ce que tu dis, puisque quand même, il y a certaines choses qui ne sont pas évidentes, mais quand on vérifie, effectivement, c'est le cas. Malgré tout,
Il y a aussi énormément de satires qui se font à travers des youtubeurs en ce moment, qui d'ailleurs ciblent les complotistes, entre guillemets, en prenant... Il y en a un qui est très marrant au passage, et il disait, bon, il avait fait une série, il avait fait un épisode sur Star Wars en disant que c'était contre les Arabes, en prenant l'exemple de Mustafar, la planète de Mustafar, que Star Wars à l'envers, c'était... contre les Arabes, je sais plus. Enfin bon, il a pris pareil des symboles, des chiffres, des lettres, et il en a fait un gloobie-boulga effectivement. Et bon, il a provoqué une sorte de dérision envers ce phénomène. Et certains donc répondront parce que par la flemme, hein, tout simplement de penser, ou tout simplement aussi par leur clivage et par leurs barrières, leurs filtres, te diront on peut voir tout à travers tout. Oui, mais seulement avec cette clé de lecture que j'amène et que Grimaud aussi veut amener, mais ces films suivants, ils traînent un peu. Parce que tu vois, tu as des mots, par exemple, le mot le cœur. Je t'ai parlé du 61 qui est le reflet de la Maison Dieu 16. Là, le cœur, ça fait 61. Humble, quand on nous dit d'être humble de cœur, on insiste encore, humble, ça fait aussi 61. Donc c'est le reflet de la Maison Dieu, comme Zeus. Si Zeus, en valeur géométrique, vaut comme humble et comme cœur, c'est qu'il y a un lien. Prenons l'exemple du Graal. Tu as tous les alchimistes qui cherchent le Graal. Alors, si je te posais à toi la question, c'est quoi le Graal? C'est quoi? Vas-y. Bah, le Graal, ça peut être beaucoup de choses. Le Graal, ça peut être le cœur, effectivement. Ça peut être un objet, tout simplement. Ça, pour certains, le Graal, c'est le Saint-Suaire du Christ. Pour d'autres, D'accord, mais là, tu compliques. Là, tu disparates, tu pars dans tous les bah, sens. j'en ai aucune idée personnellement. Mais de quoi Moi, on parle ce soir? Des lettres. Donc, moi, quand je vois G-R-A-A-L et un chapeau sur l'un, moi, je vois Ra, R et A avec le chapeau. C'est le dieu égyptien de la lumière en termes de principe, et non pas le soleil local qui serait Ré, parce que c'est un être local. E, donc R-E avec le chapeau. Là, c'est Ra, le principe de A, Aleph, la lumière, qui rayonne avec un rayon, donc R, évidemment. Et puis, je vois qu'il est coincé dans la pierre, Gal, G-A-L. Donc, c'est la lumière dans la pierre. C'est aussi simple que ça. Ra, là, le principe lumineux qui rayonne. Donc, la lumière rayonnante, et Gal, comme Gal axis, la pierre, Gal, galée. C'est aussi simple que ça. Et Gal, c'est quoi? C'est une spirale, c'est un G. C'est un A de lumière, et c'est un L. Un L, c'est quoi? C'est la lettre numéro 12. C'est comme une jambe. C'est ton tibia et ton pied, si tu veux. Donc, le L, c'est les jambes qui marchent et qui avancent. Quand tu cours très vite, même, peut-être tu t'envoles avec des ailes. Mais le A, c'est la lumière. Donc la lumière Al. Tu sais, quand il y a souvent Allah, le tribune Al, en altitude, eh ben, c'est le principe d'une lumière qui avance, tout simplement, qui est en mouvement. A, le principe de la lumière, Aleph, avec ce fameux pi, ce fameux bulle, ces bulles, ces volumes sphériques qui nous envoient de la lumière, comme le soleil, et qui avance avec simplement le pied. Et la spirale d'une galaxie, c'est la forme de la lettre G, tu sais, qui revient dans son centre. L'ouroboros, le serpent qui se mord la queue, etc. Donc le G, c'est une sorte de cercle, mais qui est coupé à un moment et qui se replie sur lui-même. Tu vois, donc finalement, c'est les bras de la galaxie. Donc c'est le phénomène du tourbillon. Donc Gal, c'est un tourbillon de lumière qui avance. et donc toutes ces civilisations, qu'est-ce qu'elles cherchaient concrètement? De la La lumière dans la pierre? lumière émanant de la pierre dans un mouvement en tourbillon, un mouvement lumineux en tourbillon qui avance. Concrètement, Graal. concrètement, concrètement. Mais un alchimiste, il te dira qu'il y a du concret, parce que des fois, quand il fait sa pierre, il peut transmettre quelque chose qui s'apparente à une énergie lumineuse, parce qu'il va faire des transmutations. Il va prendre du plomb, et peut-être qu'il va lui ajouter 2 ou 3 neutrons ou protons, je sais pas quoi, et de 78, il va passer à 80, alors 81, tu vois. Donc il va pouvoir transmuter l'un en l'autre. Donc oui, il va amener une force supplémentaire qui va activer une réaction chimique. Et toi, peut-être que si, par exemple, dans les principes, s'il regarde cette vidéo et qu'il se dit, tiens, ça m'intéresse, je vais essayer de pratiquer et de m'y mettre et de comprendre, de réfléchir au sens des lettres, mais si jamais il ne pratique pas les fameux fondamentaux dont j'ai parlé, il ne court qu'au fait d'être ramené, d'être écrasé, d'être ramené au sol parce qu'ils auront voulu s'élever sans avoir tous les phénomènes qui permettent cet allègement. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu veux monter en montgolfière, il y a ce qui te tire par le haut, mais il faut aussi lâcher du lest. Et ton lest, c'est tes fameux péchés, ton ego, etc. Donc, tu ne pourras pas t'élever en élévation. Sion, évidemment, c'est S-I-O-N, c'est-à-dire Seth, Isis, Osiris, Nephthys. Et évidemment, c'est-à-dire les 4 éléments. Donc, tu ne peux être le 5e élément comme dans le film que si tu as les 4 éléments, terre, eau, feu, air. Donc, tu es fort, F pour le feu, O pour l'eau, R pour l'air, T pour la terre.
À ce moment-là, tu mets l'être au milieu, ça fait la forêt. Donc l'être n'est fort qu'en forêt, évidemment. Je vous laisse prendre 3 Doliprane, réécouter l'émission 4 ou 5 fois. Et on se donne rendez-vous pour la deuxième partie très très prochainement. Tu peux nous faire un petit teasing de ce qu'on abordera lors de de ce fameux second volet? Eh ben, on va continuer donc les lettres. Bon, là, j'en ai parlé de quelques-unes, j'en ai sauté quelques-unes. On va repartir de la lettre G pour avancer jusqu'au M ou au P. Et puis, on va donner quelques exemples de méditation sur le sens des mots. Par exemple, tu as des mots qui, effectivement, en anglais, je prends le mot pain, par exemple. Nous, on a la religion du pain. Alors, est-ce que c'est pain, P-I-N, la pomme de pain, la fameuse glande pin et al, d'ailleurs, la pomme de pain et al en altitude? Ou est-ce que c'est le pain dans la gueule, ou le pain qu'on mange, ou pain, la douleur liée au pain, des céréales et de la carie, qui arrive quand, en moins 12 000, on commence à faire des délimitations, on définit et puis on met donc des acres, on fait de la comptabilité, tu dois produire tant, tu dois stocker tes céréales, et si tu t'empiffres alors que tu es juste comptable et que tu bouges pas le cul de ta chaise, tu as trop de sucre dans le sang et à la fin tu fais des caries, etc. Et après tu es bousillé par des bactéries. Donc en fait, si tu veux, et le bas que t'es rit, il rit de toi. Le bas te leurre, chez le tarot, et le bas que t'es rit. Donc, à la fin, quand tu entends bien en langue des oiseaux, ça te donne tout un éventail, même le mot pain, P-A-I-N, avec l'anglais, juste en connaissant un peu l'anglais, tu vois, ça peut te lancer sur un champ de réflexion qui fait qu'un seul mot t'éclaire sur des sens multiples et après tu prends ce qui te concerne, ce que tu connais, tu vois, par rapport à tout ça. Bien sûr, ça peut être émancipateur d'avoir toutes ces significations, effectivement, d'en avoir conscience. Oui, Et oui, parce que tu te retrouves face aux autres comme un sachant qu'il y a aussi des certitudes. C'est-à-dire qu'une fois que tu vérifies que dans le réel, le sens historique des mots, l'usage, etc., tout ce que tu as pensé à partir de ça est fondé ou correspond à des choses qui ont des réalités géométriques, symboliques, d'usage historique, hein, pas la petite mode d'hier où on a utilisé un mot comme ça pour déconner. Non, des choses qu'on disait il y a 500 ans, tu vois, ou peut-être plus en latin. Et ben, tu t'aperçois que voilà, ça a une validité. Et donc, tu vois, tu comprends que si tu pries, par exemple, en latin ou en français, dans une église, ça va bien activer parce que les mots sont en correspondance et sont de nature, on va dire, à activer l'intelligence collective, qui est peut-être, sait-on jamais, nourrie de l'expérience des vivants du passé, donc des morts, évidemment. L'âme, or, l'âme et l'apostrophe, or, qui est partie, qui s'est dégagée et qui a peut-être un peu imprégné les murs et qui peut y avoir une résonance, comme si c'était des enregistreurs magnétiques, c'est des bandes magnétiques, et puis que cette résonance, en utilisant les mêmes mots, si tu dis par exemple Kyrie eleison, bah, ça veut dire Seigneur prends pitié, et ben peut-être que Dieu ou le Créateur, si tu penses plus au Créateur que à cette nouvelle définition que je vous ai amenée, eh bien va effectivement guérir ton cœur, ton âme de tes péchés, et va te donner la paix du cœur et du mental à laquelle tu aspires pour ne plus subir les affres de ton ego qui se disputent tant dans la tête qu'à l'extérieur avec les autres ou avec des situations où en fait bah, il y a une perte d'énergie, de paix, de tranquillité, et après avec les répercussions santé. Et voilà. Un des principes que j'ai oublié de dire dans les sine qua non, c'est qu'il y a quand même un lien entre santé et spiritualité, bien que certains grands spirituels parfois aient eu une sorte de tension, un écart, parce qu'ils ont hérité, entre guillemets, d'un corps qui n'était pas forcément génial, mais d'une façon générale, ils vont aussi avoir tendance à faire des choses dans leur pratique spirituelle qui vont nourrir leur bon état de santé ou éviter ce qui dénature leur santé, et donc à rehausser quand même leur niveau d'énergie qui va après avoir une transposition quand c'est possible. Quand il n'y a pas certains blocages dont j'ai parlé, notamment les dents dévitalisées ou des phénomènes bactériens indécrottables sans la chirurgie lourde, eh bien ça va redescendre dans la matière. Par exemple, si on s'énerve et qu'on fabrique en fait des sucs avec la salive, ces sucs on les avale au lieu de les cracher, qu'on crache pas son venin, ils vont polluer le ventre. Et donc, si on a des pensées on va dire, à commettre des actes sur lesquels on n'est pas en accord, qui nous mettent sous tension, on va fabriquer peut-être des sucs buccaux qui vont être avalés ou des sucs gastriques qui vont nous empoisonner le ventre. On peut finir avec une douleur au ventre. Donc, voilà, l'évolution spirituelle, sortir des schémas de haine, sans forcément sortir des schémas d'autodéfense, mais sortir des schémas émotionnels qui sont des fois des supports qui permettent peut-être un peu plus de force ou de volonté d'engagement dans le combat contre et bas, dans les bagarres. Ouais, en fait, il y a des mots qui vont nous expliquer que la spiritualité, elle tend à faire de nous des élèves à Sion, dans cette équipe des 4 éléments, donc de l'élévation. Je te remercie François.
Je vous invite aussi à aller sur le site amdessine.com qui est fraîchement mis en ligne avec tout le programme et tout le planning avec toutes les émissions qui ont été faites jusqu'à aujourd'hui, notre magazine bien entendu, un portail de référencement, donc pour ceux qui voudraient se faire référencer d'ores et déjà, voilà, de manière gratuite dans un premier temps, il n'y a aucun souci là-dessus. François, on se reverra très 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 prochainement, normalement d'ici un mois comme d'habitude, et de manière récurrente et régulière, tant que faire se peut, j'ai envie de dire. On a trois autres parties qui vont suivre. Et puis aussi, tu as fait une émission également récemment donc sur le coco. Ouais, le coco, voilà. Ouais, donc j'invite les gens aussi à aller voir puisque tu as un avis assez tranché sur le sujet. Tu donnes pas mal d'informations aussi. Donc c'est toujours intéressant à aller voir. Merci François. Bonne soirée à toi et à la prochaine. Bonne soirée, Rudy. À la prochaine avec plaisir. Bonsoir à tous.